Donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'on organise ce genre de soirée tous les 4 mois. Donc l'idée c'est d'ouvrir le débat sur les nouvelles technologies autour d'un thème bien précis. Donc, ce soir, ce qui nous rassemble, ce sont les objets connectés. Donc pas de panique, on va rentrer dans la 4e dimension ou 5e élément au choix. En tout cas, il y a plein de belles choses qui nous attendent. Donc nous, cette soirée est organisée par la Goutte d'ordinateur, donc l'espace public numérique que vous connaissez peut-être ou pas, qui se situe au 7 rue Léon. Donc on fait partie d'un des secteurs d'activité de la salle Saint-Bruno, cette association qui a son siège ici, où nous sommes. Donc là, je tiens à vous signaler que la soirée est filmée et photographiée. Elle est retransmise en direct sur notre chaîne YouTube, donc s'il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées et photographiées, qu'elles nous disent, pour qu'on puisse après, au niveau du montage, flouter, faire en sorte qu'on ne vous reconnaisse pas. En tout cas, signalez-le nous. Sinon, cette soirée donc va parler des objets connectés et on continuera à la Goutte d'ordinateur sur le même thème le 29 mai avec un atelier robotique. Donc ce sera le vendredi 29 mai à 10h, c'est ouvert à tous si jamais il y en a qui veulent participer. Sinon, comment va se dérouler la soirée? Donc je vais vous présenter rapidement les intervenants qui, une fois qu'ils vont avoir le micro, vont pouvoir se présenter un petit peu plus. Donc il y a Laurence à ma droite, qui est maître de conférence en sciences de la communication et cofondatrice de l'association Citoyens Capteurs. Elle va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc il y a Blaise Lao à ma gauche, qui est journaliste au magazine Uzbek Media. Et complètement à ma gauche, il y a Valentin, donc, qui est étudiant à la Web School Factory et qui est aussi à ses heures perdues entrepreneur. Mais il va vous expliquer un petit peu tout ça. Sinon, comment va se dérouler la soirée? Donc, il va y avoir des temps d'intervention. Vous pouvez à tout moment poser vos questions. Il y a un micro qui va passer dans la salle. Après, on continuera la discussion autour de démonstrations. Donc, il va y avoir différents objets connectés qui vont vous être présentés. Des tablettes aussi avec différents sites et photos d'objets connectés. Aussi un robot que vous allez pouvoir bidouiller. Et enfin, on va clôturer la soirée par un apéritif. On va pouvoir continuer à discuter du même thème avec tous les intervenants, mais en mangeant un petit quelque chose. Donc je rappelle juste que l'apéritif est organisé par les usagers de l'EPN, de l'espace public numérique, et je remercie une fois de plus Marie-Danielle qui a tout organisé. D'ailleurs, elle doit être en cuisine. Voilà, donc je vais laisser la parole à Valentin qui va tout de suite nous expliquer qu'est-ce qu'un objet connecté. Merci. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Valentin, j'ai 19 ans, donc je suis étudiant comme Virginie à la Web School Factory. C'est une école en gros qui forme des managers dans le numérique, donc on fait un peu de business, un peu de design, un peu de technologie. En fait, on fait un peu de tout lié à Internet et aux nouvelles techno. Et non pas à mes heures perdues, mais dans la majorité de mon temps, je suis entrepreneur. Donc j'ai une start-up qui s'appelle Hunter, dans laquelle on fait de l'éducation en accéléré. En fait, on propose des cours écrits qui sont hyper rapides à apprendre, donc apprendre à faire des sites web en 1 heure. En gros, on essaie de permettre aux gens d'apprendre des choses très rapidement. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous parler d'objets connectés. Et les objets connectés, c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur, et c'est quelque chose dans lequel j'ai travaillé un bout de temps, parce que j'étais blogueur avant, et parce que j'ai lancé une start-up dans les classes de Google, les lunettes connectées de Google. Et donc du coup, j'aime bien en parler, discuter de ça avec les gens. Qu'est-ce qu'un objet connecté? Un objet connecté, finalement, c'est un objet connecté. Connecté, ça veut dire qui est relié à Internet, qui est relié aux gens, qui est relié à d'autres objets, qui est relié en fait à quelque chose d'autre. C'est la définition même de la connexion. Au final, j'aime bien prendre l'exemple pour expliquer les objets connectés du fer à repasser. Quand on prend un fer à repasser à charbon à l'ancienne, finalement, c'est un objet qui est une mécanique qui fonctionne avec de l'énergie classique, entre guillemets, et il a un grand frère, un petit frère plutôt, qui est le fer à repasser électrique. En fait, on est passé d'un objet qui était mécanique à un objet qui était électrique, et maintenant, on a une 3e génération d'objets qui est la génération d'objets connectés.
Finalement, si on peut imaginer, il y a une myriade extraordinaire d'objets connectés qui sortent aujourd'hui. On peut imaginer que tous les objets de demain seront connectés, comme aujourd'hui, beaucoup d'objets de notre quotidien sont électriques. Ça marche par exemple avec une cafetière. Voilà, une cafetière, à la base, c'était juste une bouilloire qu'on mettait dans le feu, après c'est devenu électrique. Peut-être que demain, ça communiquera avec votre ordinateur ou avec votre téléphone pour vous prévenir que votre café est chaud. C'est ça un objet connecté selon moi. Aujourd'hui, en France et dans le monde, comme je vous le disais, il y a énormément d'objets connectés qui sont créés chaque jour, beaucoup dont on n'entend pas parler, parce que beaucoup s'incluent dans le quotidien, mais sont vraiment, c'est pas des grosses innovations, c'est pas le nouvel iPhone, mais c'est des petites choses qu'on va acheter et finalement on ne se rend pas compte forcément qu'elles sont connectées, ou alors elles font pas de bruit parce que mauvaise communication, parce que pas utile, ça peut aussi arriver. Il y a pas mal d'objets connectés qui sortent qui ne sont pas utiles, mais on va tâcher avec l'aide de faire un récapitulatif des objets qui nous paraissent les plus importants, qui sont les plus intéressants, à commencer par le sport, un peu, le fitness, le bien-être. Donc, j'en ai un autour de moi, c'est un Jawbone Up, c'est la première version d'une start-up américaine qui s'appelle Jawbone, et c'est un bracelet qui compte à la fois le nombre de pas dans la journée, mon activité physique, la façon dont je dors, la distance que je parcours chaque jour, en fait plein de métriques, plein de données qu'il récupère juste à partir du mouvement. En fait, quand je marche, il voit que je me balance du haut vers le bas, donc il récupère mon nombre de pas. Ça marche comme un podomètre, mais avec beaucoup plus finalement avec beaucoup plus de métriques récupérées. Donc aujourd'hui c'est la forme d'objet connecté qui est la plus connue, parce que les bracelets connectés ça a fait beaucoup de bruit pendant un temps. À Noël dernier, c'était un des cadeaux les plus offerts à tous les types de générations. Bon, quand même pas trop jeune, mais finalement les bracelets connectés ça a très très bien marché, parce qu'il y a une démocratisation de ce qu'on appelle le quantified self, donc le soi connecté, qui dit les gens veulent en savoir plus sur ce qu'ils font, les gens veulent, ça a toujours été un peu une obsession occidentale et de notre société de vouloir maigrir, etc. Les gens veulent savoir ce qu'ils font, veulent connaître leur activité physique, et on a des outils de plus en plus performants qui permettent ça, à commencer par des objets connectés comme le Jawbone Up, comme le Fitbit, qui est aussi une start-up américaine, comme le Fuelband de Nike. Donc en fait, au final, on a pas mal d'objets comme ça qui servent au sport et qui vont permettre de collecter des données sur les personnes. Compléter ce que disait Valentin, juste quelques mots aussi pour compléter ma présentation. Je m'appelle Blaise Mao, je suis rédacteur en chef du magazine trimestriel Uzbek Erika, qui est un magazine qui explore le futur dans des domaines comme la technologie, l'environnement, la culture, la géopolitique. C'est un magazine généraliste qui sort tous les 3 mois en kiosque. Prochain numéro mi-juin. Et pour compléter ce que disait Valentin sur les objets connectés, alors on va veiller à être le plus clair possible. Ce qui est difficile avec les objets connectés, c'est qu'il y a beaucoup de mots anglais qui n'ont même pas de traduction littérale française. Quantified self, dont parlait Valentin, on est le meilleur exemple. On parle de quantification de soi, d'auto-mesure de soi. C'est des traductions un peu littérales et un peu hasardeuses qui sont pas très heureuses dans notre langue. Si vous avez d'ailleurs des idées de concepts, nous on est les preneurs, les journalistes et les entrepreneurs. Mais voilà, surtout n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou s'il y a des mots sur lesquels on se met à parler chinois, voilà, n'hésitez pas à intervenir et à nous demander plus d'explications. Quelques exemples sur les objets connectés. Alors, je vais vous montrer, on a la chance de pouvoir avoir des images. Je vais vous parler d'abord de la Happy Fork. Happy Fork, la première fourchette intelligente. Donc Happy Fork, en quelques mots, se présente comme officiellement un instrument de santé publique. C'est Jacques Lépine qui a créé ça, c'est un Français, c'est un projet français. Fourchette connectée, alors elle est de l'avis de son créateur, elle s'adresse plus aux diététiciens et aux nutritionnistes qu'au grand public. Là, on est sur un objet santé, comme disait Valentin, la santé est vraiment pour l'instant le champ où on voit le mieux l'usage potentiel des objets connectés. Et là, on est sur un produit dont les 3 applications les plus pertinentes sont ça mesure la durée totale de votre pas, le nombre moyen de coups de fourchette par minute et l'intervalle de temps entre chacun de vos coups de fourchette.
L'idée de ça, c'est tout simplement que si vous mangez trop vite, ce qui est le problème de 92% des gens, d'après le fondateur de Smart Fourchette, la fourchette intelligente, ça vibre, ça vous rappelle que voilà, la fourchette se met à vibrer et vous dit doucement, il faut mâcher et il faut bien digérer. L'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à mieux manger, à prendre le temps de mâcher et de digérer. Ça peut paraître un peu bête, mais voilà, il y a une réponse technologique à une mauvaise habitude assez généralisée qui peut être utile pour certaines personnes dans un cadre médical. Donc là, voilà, on a un produit vraiment de niche, plus destiné, je pense, aux professions médicales, sachant qu'après, alors, les infos, elles sont envoyées sur votre propre tableau de bord, si vous aimez les graphiques, si vous voulez faire des statistiques, il y a toujours cette dimension aussi avec les objets connectés, s'il y a des passionnés de courbes et de chiffres, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Un autre objet connecté, c'est l'objet Aura. Est-ce que on a dit Aura? Non, Aura, c'est un objet qui a été créé par WeSings. WeSings, alors WeSings, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, c'est un acteur français. C'est une entreprise française qui commercialise des objets connectés à destination du grand public. Ils ont créé ce qu'ils appellent tout un écosystème de produits connectés qui présente des outils de prévention pour le grand public, éventuellement aussi des entreprises. Et donc leur dernier produit en date s'appelle Aura, AURA. Et le Aura, c'est un système actif conçu spécifiquement pour observer votre sommeil et pour améliorer la qualité de votre sommeil. En fait, on glisse un capteur sous son matelas et vous avez une machine à côté de votre lit qui régule la luminosité, qui régule la température, qui va vous réveiller au moment de votre cycle de sommeil le plus optimal le matin. Quand bien même vous avez programmé un réveil, elle choisit de vous réveiller 1 minute 30 ou 2 minutes 49 avant ou après, parce que en fait, à ce moment-là, c'est plus optimal pour vous et vous allez vous réveiller moins violemment. Donc on est vraiment sur du micro-ajustement, de choses qui peuvent paraître anodines, mais qui a priori, c'est toujours difficile d'en démontrer scientifiquement l'efficacité, sont utiles. Voilà, Aura, ça se vend pas très bien pour l'instant. Aussi, il y a beaucoup d'objets connectés qui sont lancés parce qu'on est capable de les faire, parce qu'on a la technologie pour le faire, mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une demande du grand public sur certains usages, on va en reparler. Troisième exemple, c'est le Music Bini. Alors là, on est dans le domaine du loisir, qui est à mon avis le champ le plus évident pour les objets connectés. Music Bini, c'est un bonnet tricoté qui en fait a des écouteurs Bluetooth intégrés. C'est-à-dire que vous pouvez écouter de la musique sans fil, sans. Alors là, il y a aussi un suite à capuche qui est sorti avec les écouteurs qui sont intégrés dans le suite à capuche. Donc là, c'est encore autre chose. Là, vous n'avez même pas de. Ça, c'est les photos du bonnet là. Oui, bah, on est connecté. Oui. Mais c'est bien. Il fallait l'inventer, le bonnet connecté. Il y a des gants connectés. Là, l'idée, c'est que les écouteurs audio sont sous l'étiquette, en fait. Je vais vous montrer ça. Donc, Music Bini, après, on associe son smartphone via Bluetooth. Donc, Bluetooth, c'est la technologie qui permet d'écouter de la musique sans fil, n'importe où, n'importe quand. Voilà, vous pouvez contrôler le volume, changer de chanson directement depuis votre bonnet. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un objet dans les mains, si tu veux. Et alors, le Music Bini. Gros carton de l'année 2014 dans le monde des objets connectés. Alors, ils sont pas moches. Ils sont beaux. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Ça aussi, c'est un point important, justement, par exemple, c'est le design de ces objets. Moi, j'avais eu l'occasion de faire écouter Alexis Normand, responsable de WeSings. Ils attachent un soin tout particulier à faire des objets qui soient beaux et désirables, parce qu'ils ont bien compris ce qui s'est passé avec nos iPhones et nos tablettes, c'est que une entreprise comme Apple, elle a tout misé sur le design, sur la simplicité d'usage, mais aussi sur le design, et ne pas faire une
complexe, ne pas faire une machine qui va rebuter le grand public, pas faire une machine pour ceux à qui ça évoque quelque chose de manière un peu japonaise années 80, c'est-à-dire on montre la complexité de la machine dans son apparence même avec plein de boutons, plein de contrôleurs différents. Là on est sur des objets qui sont très dépouillés, les montres de Louis Simon sont extrêmement très arrondies. Et là c'est vraiment l'influence d'Apple qui est vraiment l'entreprise de la décennie d'un point de vue compréhension que les gens s'en fichent de savoir la vitesse du processeur ou de savoir le nombre de boutons qu'il y a. Ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir un objet beau et facile à utiliser. Donc ça, voilà, ça c'est Aura, c'est le système Aura, et voilà ce dispositif c'est assez étonnant. Hein. Ça diffuse parfois une lumière rouge parce qu'à ce moment-là, votre cerveau est dans une phase de détente. Ça diffuse une lumière bleue parce qu'à ce moment-là, votre cerveau est plus dans une phase de rêve intense. Enfin, c'est assez étonnant. Musique Bini, on en a parlé. Avant de relaisser la parole à Valentin, vous parlez aussi du drone qu'a créé Parrot. Parrot, société aussi extrêmement innovante dans le domaine des objets connectés. Je crois que ici. Ça, Parrot, c'est vraiment rigolo. On parle souvent des drones qui volent. Donc là, on a un drone qui roule et qui saute. Donc on est vraiment dans le jouet, dans le gadget absolu. Le drone, comment on pourrait définir un objet volant piloté à distance. Pas non identifié, mais au contraire, bien identifié et pilotable à distance. Là, c'est le même principe. Vous avez une tablette, vous avez votre smartphone dans les mains, et dans un rayon de, je crois, 50 mètres. Il y a une portée de 50 mètres, vous pouvez contrôler votre objet dans la maison, dehors. On retrouve en fait le principe de la voiture télécommandée, pour ceux qui ont connu ça. C'était ma génération. Mais en un peu plus, avec des usages comme ça, par exemple, sauter dans le saut de popcorn, on ne pouvait pas trop faire avec une voiture télécommandée. Mais je pense qu'en intérieur, ça peut poser des problèmes. Mais là, on est vraiment sur l'objet purement ludique, qui trouve vraiment son public. Le drone, je crois que c'était dans la catégorie jouet, c'était quasiment le best-seller du dernier Noël. Donc voilà, le drone Parrot qui est vraiment une société à suivre, qui pour le coup est assez innovante aussi sur le design de ils font du drone pur et dur, volant. Je vais laisser la parole à Valentin pour parler un peu aussi de domotique, d'objets connectés dans la maison. Oui, pour ce qui est de la domotique, donc en fait, donc après tout ce dont on a parlé, la santé, le loisir, et tout ça, finalement, il y a un thème qui est quand même presque aussi important que la santé, qui ne pas peut-être plus, c'est la domotique. Donc en fait, tous les objets connectés qui sont liés à votre maison. Donc, par exemple, là, on le Moda, c'est un objet connecté qui a été créé par Sensi, qui est une société française, une portale française, fondée par Rafi Aladjian, qui est un expert. Et qui en fait, Rafi avait créé en fait à la base de Navasai. Donc c'est un objet connecté qui a fait du bruit il y a pas mal d'années déjà, et qui en fait était censé centraliser toutes les activités que vous avez dans votre maison. Il a itéré par-dessus pour créer en fait ce qu'il a appelé Mode. Donc c'est cette espèce de poupée russe qui en fait est reliée à des cookies. Donc ces choses-là, les espèces de petits boutons en plastique, si vous voulez, qui eux sont capables de calculer les mouvements qu'ils sont en train d'effectuer. Ça veut dire que si vous balancez un cookie comme ça, il va être capable de dire vous êtes en train de me balancer comme ça. Ça permet d'envoyer de l'information à la modeur de manière générale pour récupérer des données, pour récupérer des usages quotidiens. Comment ça marche? Concrètement, là voilà, on le voit, le cookie est posé sur les clés, le cookie est posé sur la boîte de médicaments et il va envoyer de l'information à la modeur quant au fait que j'ai bien pris mon médicament aujourd'hui parce que la boîte a été bougée de la façon dont elle est bougée normalement quand on prend un médicament. La machine à café a été ouverte parce que j'ai ressenti la vibration de l'ouverture du couvercle, donc je sais que vous avez pris 50 cafés aujourd'hui, qu'il faut que vous arrêtiez, sinon vous n'allez plus jamais dormir de votre vie. On va apprendre, mon enfant, j'ai posé un cookie sur son sac à dos, je sais qu'il est rentré à la maison à l'heure, même si moi je suis encore au travail, je sais qu'il est rentré à la maison à l'heure et que j'ai pas besoin d'appeler la police. En fait, il y a plein d'usages comme ça qui vont venir en assistant de la personne, de l'utilisateur qui s'en servent. Et donc, c'est des objets, en fait, donc, il y en a pas mal. Il y a des objets que font Parrot, pareil, le créateur de drone a aussi créé un objet connecté qui permet d'être planté dans un pot de fleurs et de dire, là, il manque d'eau, il faut arroser votre plante.
il manque de sel minéraux, allez en acheter et rajoutez-en. En fait, il y a toute une panoplie d'objets qui vont servir dans la maison et qui vont servir au quotidien pour assister l'utilisateur dans sa vie et dans son interaction avec tous ces objets et qui sont censés centraliser en fait ces usages-là. Enfin, pour terminer, il y a une grosse catégorie d'objets, pour terminer sur cette un peu énumération, il y a une grosse catégorie d'objets qu'on peut considérer comme objets connectés, mais qui finalement sont aussi des extensions de smartphones, qui sont un peu hybrides, un peu bâtardes, qui sont en fait tous les objets qui servent à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tous les affichages tête haute, etc. La réalité augmentée, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est le principe d'avoir, voilà, j'ai des lunettes, aujourd'hui elles me permettent de vous voir mieux. Demain, je pourrais avoir un affichage sur le verre de mes lunettes qui va me permettre de rajouter des éléments dans ce que je vois, de rajouter des éléments dans ma réalité pour l'augmenter. C'est ça la réalité augmentée. Ça veut dire que demain, il est possible que sur cette table, au lieu de voir juste la surface blanche de la table, mes lunettes rajoutent quelque chose que vous ne voyez pas vous mais que je vois moi, qui serait par exemple, je sais pas, un chaton qui viendrait me dire hey, mec, t'as oublié de prendre tes pilules aujourd'hui, oublie pas, c'est important. En fait, finalement, ça rajoutera des objets non physiques, mais que je verrai. C'est ça la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est encore autre chose. C'est au final, la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est créer des objets virtuels, mais non pas dans votre réalité, donc non pas augmenter votre réalité, ce que vous voyez vous, mais de créer complètement un autre environnement dans lequel vous êtes entre guillemets téléporté. Ça marche de la façon suivante. Là, on va voir une vidéo de. C'est ça qui est vertige. En gros, c'est un casque. Donc là, on voit un peu en bas, c'est ce truc-là. C'est un casque qui s'appelle l'Oculus Rift. Oculus étant la société américaine la plus puissante en termes de réalité virtuelle. Donc en gros, je devais en ramener un ce soir. Je suis absolument désolé parce que il était en panne. J'ai dû essayer de pareil, j'ai pas réussi. Mais au final, l'Oculus, c'est un casque qu'on met sur la tête et on se retrouve en fait à être dans un autre environnement créé en 3D, en numérique, en virtuel. Et cet environnement, on peut naviguer dedans. Avec un clavier, on peut avancer, reculer, etc. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est que quand on tourne la tête, on peut tourner la tête et on voit complètement autre chose. On est vraiment transporté ailleurs. C'est une expérience qui est vraiment pas banale et je suis vraiment déçu de ne pas avoir pu l'amener ce soir pour que vous testiez parce que c'est vraiment une expérience incroyable et on peut imaginer plein d'usages, etc. Et donc il y a plein de sociétés qui bossent sur cette problématique-là, à commencer par Oculus pour la réalité virtuelle, par Google pour la réalité augmentée, entre guillemets. Parce que c'est pas un exemple particulièrement fait. Google, je ne sais pas si vous avez entendu parler des lunettes de Google, des Google Glass, qui sont en fait un dispositif qui se met par-dessus une lunette normale, genre sans rien. Et donc en fait, il y a un petit prisme en haut à droite de notre vision qui vient rajouter des notifications. Par exemple, quand je reçois un SMS, au lieu de sortir mon téléphone vibré, de le sortir, de continuer et de prendre un photo pendant que je marche dans la rue parce que je regarde mon téléphone, ça va me permettre de juste lever les yeux vers le haut, hop, je regarde la notification, c'est un tel, je m'en fous de son appel, je le rejette, et puis voilà, ça permet en fait de garder le focus dans la vie plutôt que d'avoir des interfaces qui vont venir interférer avec la vie quotidienne. Donc, du coup, on a une petite vidéo de ce que faisaient après les glaces. Les glaces, c'était celle-là. Voilà, celle-là. En gros, on a cette vidéo-là qui est la toute première vidéo qu'a postée Google à propos du projet de glace, qui s'appelait à l'époque le Project Glass. Donc voilà, en gros, c'était on va prendre votre vie, on va vous mettre une sorte de smartphone amélioré sur les yeux et on va vous rajouter des éléments dans votre vision. Ça, c'est de la réalité augmentée. C'est exactement ça. C'est voilà, je mange mon sandwich et je reçois un message de John qui me dit voilà, on se retrouve devant Strandbooks et puis voilà, moi je continue à manger mon sandwich. C'est vraiment l'objectif de Google avec les glaces, c'était on veut créer une technologie qui va vous aider au quotidien, mais qui ne va pas être intrusive dans votre vie, qui ne va pas venir prendre autant de place que celle que prend votre smartphone. J'ai bossé 2 ans à démocratiser les glaces en France.
j'ai arrêté, la boîte a coulé. Mais au final, c'est une super techno. Il y a eu une assez mauvaise réponse parce que les glaces sont capables de filmer, de prendre des photos. J'ai porté les glaces pendant des jours et des jours. Enfin, vraiment, je les ai au quotidien. J'ai pas eu une journée où j'ai pas rencontré quelqu'un qui me disait hey, enlève ça, t'es en train de me filmer, arrête. Alors que non, je fiche de te filmer, genre j'ai pas d'intérêt. Mais au final, les gens ont une vraie peur, d'une part parce que l'acteur Google fait peur. L'acteur Google est très très puissant, il fait peur. Et en plus parce que c'est une technologie qui, pour le coup, elle est vraiment intrusive. Non pas quand on la porte, parce que c'est un objet qui se fait vite oublier quand on est le possesseur, mais quand on la regarde. Genre, j'en ai pas là, mais là, vous voyez pas non plus sur cette vidéo-là, mais les glaces, c'est quelque chose d'assez imposant. Comme on en parlait, le design a été assez mal réalisé, donc au final, on se retrouve avec une paire de lunettes qui est une prouesse technologique. On a une batterie qui fait cette petite taille-là, et au final, on se retrouve quand même avec une branche par rapport à cette paire de lunettes-là, qui est quand même beaucoup plus imposante, et qui, on a l'air d'un peu un cyborg, un peu venu du futur. C'est vrai que ça a fait peur, la réponse a été mauvaise, mais ils sont en train de créer des objets, d'apprendre de une nouvelle génération, d'apprendre de leurs erreurs, et je suis assez pressé quand même de voir ce qu'ils vont faire, même si j'ai un peu perdu la foi en Google ces derniers temps, mais quand même, j'ai l'impression qu'ils ont une force de frappe qui n'est pas négligeable. Je voulais un petit peu élargir le sujet des objets connectés, ce qu'on appelle le tout connecté, parce que là on s'est focalisé justement, et c'est un jeu trompeur sur des objets, mais le fait de pouvoir intégrer de la connexion, qui sont d'ailleurs des régimes de connexion très différents. Ça peut être de quelques centimètres avec le NFC à du Wi-Fi, donc les plus grandes portées. Et puis de mettre de l'intelligence, c'est-à-dire une puissance de calcul qui est capable non seulement de capter, de les mémoriser, peut-être ensuite les faire analyser ailleurs ou les analyser à l'intérieur même de l'objet. Une interface, voilà, tous ces éléments qui définissent les objets connectés, on va les retrouver pas seulement dans des objets, mais on peut les retrouver, par exemple, les arbres de la ville de Paris intègrent depuis quelques années une puce RFID, et donc ce sont des arbres connectés. Donc ce mouvement de connexion généralisée et de mettre de l'intelligence dans ces objets, ça concerne également les végétaux, les animaux, et pas seulement les objets au sens où on l'entend. Donc c'est un mouvement beaucoup plus généralisé qu'on appelle le mouvement du tout connecté. Et donc on nous promet d'ici 2020 50 à 80 milliards d'objets connectés. Il faut savoir qu'il y en a déjà à peu près 10 milliards aujourd'hui, tout simplement parce que le premier objet connecté, ça va être le mobile, le smartphone, les téléphones mobiles simples, les tablettes, les phablettes. Donc si on compte tout ce qu'on appelle les mobiles, dans ces objets connectés, on va atteindre en effet ce chiffre de 50-80 milliards, parce qu'il y a déjà à peu près 7 milliards aujourd'hui d'humains qui sont connectés à travers leur mobile. Donc on voit bien que c'est, en prenant en compte les terminaux mobiles, ce chiffre des objets connectés autour de 50 et 80 milliards est en effet un peu réaliste. Et puis donc ce mouvement de connexion généralisée, il concerne donc le règne animal, le règne végétal, les objets, la production humaine, et donc il y a tout un secteur qui est en effet assez invisible, qu'on appelle le M2M. C'est le fait que finalement ça va être des capteurs qu'on va mettre sous des ponts, par exemple prévoir les séismes, etc. Ça va être les vieux tuyaux mouillés qu'on va monitorer. Donc il y a tout un monde en fait, d'objets connectés beaucoup plus invisibles, qui fait beaucoup moins de gadgets, et qui en même temps est extrêmement utile, et ça fait partie de ce mouvement de connexion généralisée. Donc ça va être des ponts, des tuyaux mouillés, des arbres, pas seulement donc, des bonnets ou des fourchettes. C'est un mouvement assez généralisé qui pose des tas d'enjeux, on verra, économiques, puisque si les objets, les animaux, les ponts, les vieux tuyaux se mettent à parler, évidemment c'est des mégadonnées qui sont émises, qui sont ensuite captées, stockées et ensuite analysées. Donc c'est en fait tout le marché de ce qu'on appelle le big data qui va évidemment être ici convoqué. Il y a des enjeux techniques au plan de la sécurité, parce que tous ces objets, je parlais tout à l'heure de moteurs
des données. Puis, bon, voilà. Donc il y a des enjeux de sécurité parce qu'aujourd'hui, ces données qui sont captées par ces objets, elles sont renvoyées, transmises en effet dans des serveurs. Et une étude a montré que 70% de ces objets avaient des failles de sécurité au moment de la transmission. Ça veut dire qu'on peut sniffer en fait vos données personnelles et donc les réutiliser à toutes sortes de fins. Et puis 90% de ces objets connectés collectent au moins une donnée personnelle. Et donc au plan de la sécurité informatique, ce sont des vrais passoires en termes de données personnelles. Et donc ça pose des tas de questions sur ce qu'on appelle la privacy, la protection des données personnelles. Puis on verra tout à l'heure que ça pose également des enjeux anthropologiques, puisque évidemment à partir du moment où il y aura plus, depuis 2010, il y a plus de non-humains qui communiquent, qui sont connectés que d'humains. Puisqu'il y a plus de tuyaux mobiles, etc., qui sont connectés que d'humains. Et puisqu'on est à 10 milliards aujourd'hui d'objets, de machines et de toutes sortes d'entités connectées. Et donc ça pose des questions sur justement tous les développements en termes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire aujourd'hui l'humanité est en train de mettre toute son intelligence pour produire finalement des objets plus intelligents qu'elle-même. Et donc là il y a toute une réflexion chez les chercheurs en intelligence artificielle qui sont en train de réfléchir comme l'avait fait Einstein au moment de ses travaux et qui allaient conduire à la bombe atomique. Certains sont en train de se dire mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer la bombe atomique de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on devrait un petit peu plus réfléchir aux usages de ce qu'on est en train d'inventer de façon extrêmement ingénieuse, etc. Donc il y a des enjeux anthropologiques qui sont extrêmement importants également, au-delà de toute cette gadgetisation qui est sympa, mais qui n'est pas le tout des objets connectés. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Tout va bien? Bonsoir. Je tiens à remercier la dernière intervenante, juste avant Virginie. Je ne sais pas comment vous appelez, mais Florence, merci, vous m'avez énormément rassuré, parce que j'étais vraiment en panique avec l'intervention des deux messieurs qui sont fous de gadgets. Bon, après, forcément, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui m'a fait vraiment, qui m'a beaucoup inquiété, c'est plutôt sur un terme philosophique, justement. C'est pour ça que Florence, elle a bien repris derrière. C'est que tous ces objets, moi, ça me fait peur parce qu'on parle d'objets, d'intelligence d'objets, et j'ai l'impression qu'on perd quelque part un peu l'humain dans le discours que vous aviez tout à l'heure, en nous présentant tous ces petits gadgets. Et bon, voilà, c'était plus par rapport à ça, ces petits enjeux, du moins pour moi, qui est un enjeu assez important. Parce qu'au début, je croyais que c'était une blague. Pour être franc avec vous, je préfère parler franchement, je croyais vraiment que c'était une blague. Et apparemment, c'est plus sérieux que ce qu'on pense. Voilà, je parle là. On est sérieux aussi. Alors, quand on a présenté des objets, moi j'en ai aucun de ces objets, et j'ai pas dit ce que j'en pensais. Je les ai présentés pour qu'on puisse savoir de quoi on va parler ce soir. Juste, c'était là. Mais oui. Mais voilà, moi, mon avis, c'est qu'il y a une grande part de gadgetisation dans ce qu'on voit aujourd'hui, dans ce qui est proposé dans les objets connectés, parce qu'on est encore dans une phase dans l'ère numérique, ultra-enthousiasme, où on a l'impression de tout pouvoir faire, de tout savoir faire, et donc on fait tout avant même de réfléchir à l'usage qu'on pourrait en faire. Ça peut paraître un peu bête, mais par exemple, le drone jouet, moi je trouve que ça, à la limite, on sait à quoi ça sert, c'est purement ludique. Voilà, par contre, Aura, qui va vous dire qu'il va changer la lumière du sommeil parce qu'on sait changer la lumière pendant son sommeil, je suis un peu plus sceptique. Voilà. Je pense qu'on est un peu dans une phase où on arrive à créer plein de choses, donc on les crée, voilà, sans même vraiment penser à ce qu'on peut faire. Pour compléter ce que disait Valentin sur la notion d'intrusif, aujourd'hui, l'obsession des entrepreneurs et des créateurs de start-up dans le domaine des objets connectés, c'est justement de créer des technologies, des objets qui soient non intrusifs. C'est-à-dire, pour reprendre un peu l'idée des glaces, on n'est pas interrompu par un smartphone, on n'est pas obligé de sortir un deuxième objet de sa poche. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif. Moi, j'ai interviewé récemment un Français qui s'appelle Randy Moody, qui est tout jeune, qui
a créé une société qui s'appelle Snips, qui a lancé pas mal d'applications, notamment des applications très utiles comme l'application Tranquillien, qui permet de savoir la fréquentation en temps réel des rames de RER et de train. Ça, par exemple, c'est utile. Voilà, on sait que il y a des applications utiles, il faut juste faire le tri. Lui, il est en train de travailler sur un système zéro intrusivité. L'idée, c'est mathématicien d'état. Et son obsession, c'est d'arriver à un degré d'anticipation. Par exemple, vous arrivez à la gare, 15 minutes avant même que vous arriviez à destination à Marseille, votre téléphone va déjà vous suggérer, voire vous précommander un taxi ou une chambre d'hôtel. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à sortir votre téléphone, à vous géolocaliser et à aller sur une application qui propose ça. On en est à ce degré-là d'anticipation. Et on est capable de faire ce genre d'application. Pour compléter aussi ce que disait Valentin sur Rafi Aladjian, le créateur de Mother, lui, il a une expression qui est assez incroyable, qui une bonne manière de lancer le débat. Il parle de surveillance bienveillante. Surveillance bienveillante. C'est Big Mother, voilà, Big Brother. Mais je trouve ça savoureux. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Je vous le dis comme ça, après on pourra en reparler. Et pour répondre plus directement à votre question, avant de laisser la parole, je pense qu'il y a un grand malentendu dans l'histoire des humains et de la technologie. C'est pas seulement les objets connectés, c'est ce fantasme de l'intelligence. C'est-à-dire, en fait, l'intelligence, qu'est-ce qui fait le propre de l'intelligence? C'est pas l'addition de données, c'est pas de mettre des algorithmes aussi puissants soient-ils, aussi rapides soient-ils. Aucun système, aucun robot aussi sophistiqué soit-il n'est intelligent. Et donc il y a un problème en fait dans le choix des mots, dans ce que les Anglais appellent le wording. C'est-à-dire que, et là je sais que beaucoup de mes confrères s'engouffrent dans les pièges qui sont tendus. On parle de smart city, par exemple, le smart, ça devient vraiment. Enfin, j'ai écrit un papier récemment là-dessus, j'en peux plus. Ça s'appelait bientôt la smart saucisse. C'est-à-dire que bientôt la saucisse intelligente qui va vous dire qu'elle est trop cuite. On a les smart cities, on a les smart grids, tout est smart aujourd'hui. Vous n'avez plus un objet qui ne soit pas smart, qui ne soit pas intelligent. C'est faux. C'est juste qu'ils sont connectés de manière performante et ils sont capables de trier de l'information, ils sont capables de fournir l'information, mais on n'est pas dans l'intelligence. Voilà. Et ce fantasme d'intelligence, de smart, on a le même avec le robot, c'est la même peur du robot qui va le dépasser. Par contre, la complexité de là on en a parlé, c'est le vrai étape suivante, et qui est déjà en cours, c'est le moment où les machines communiquent. On est déjà sur ce système de machines qui sont capables d'échanger entre elles, et là, effectivement, on est bien malin pour pouvoir dire ce qui va se passer, ce qu'on appelle le machine to machine. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne pense pas qu'on va perdre l'humain, après, on va parler aussi peut-être des comportements individuels dans notre réponse, mais je pense qu'il y a un vrai malentendu sur le choix des mots. En fait, parler de vie intelligente, parler d'objets intelligents, c'est déjà une manière d'intégrer dans son cerveau que ce sont des objets intelligents. Alors, en fait, c'est des 0 et des 1 alignés, c'est des programmes. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier ça. En fait, ce que j'aime dans cette énumération de gadgets, en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Genre, au final, c'est des gadgets, comme je disais, j'en ai aucun. Genre, ce truc-là, c'est un truc à l'école, je n'utilise pas. J'en ai aucun. Et en fait, ce que j'aime dans cette énumération, c'est qu'elle permet de lancer un débat qui est qu'aujourd'hui, qui est un peu décalé des objets connectés finalement, mais qui aujourd'hui, ça rejoint vraiment ce truc de la smart saucisse, la carotte connectée, tous ces trucs-là. Au final, moi je fais pas mal de veille, je vois tous les jours des startups qui lancent des gadgets comme ça, ça me gonfle parce que c'est pas utile et tout ça. Et ce que j'aime donc, dans cette énumération, c'est les principaux acteurs qui ont fait parler d'eux en tant qu'objets connectés finalement, c'est que ça permet de montrer qu'il n'y a pas de réception de la part du public. Et que toutes ces innovations, ces gens qui essayent de devenir les nouveaux iPhones, ils n'y arrivent pas parce que justement ils se trompent. Alors, au final, la connexion, elle se fait via ça. Je vais en parler juste après parce que j'ai fait un truc que j'aime bien faire régulièrement sur le transhumanisme et ces questions-là. Au final, la connexion, elle se fait déjà via ça. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'entre vous ont un smartphone dans cette salle. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ok.
prouve bien que vous êtes conscient que vous êtes connecté en permanence. Alors même si vous êtes connecté avec un petit téléphone, même si tout ce qui est peut-être des conneries, au final, vous êtes conscient déjà d'être connecté et c'est dans l'esprit collectif de savoir qu'on est connecté. Et tous ces tuyaux, tous ces trucs, tous ces objets connectés, ces 10 milliards d'objets connectés aujourd'hui, c'est 80 milliards demain, c'est quelque chose dont le public commence à prendre conscience et que le public accepte. En fait. Et c'est important de le voir parce que il y a vraiment une transition des usages qui se fait vers un monde tout connecté, vers un monde tout connecté qui va être vraiment intéressant et qui va changer fondamentalement les choses avec certaines innovations volontaires. Je lis énormément sur Elon Musk, je lis énormément sur Larry Page, je lis sur beaucoup de gens, mais au final, aujourd'hui, on commence à se poser des vraies questions quant à l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle forte, c'est une intelligence créée par l'homme qui est capable d'avoir conscience d'elle-même dans les grandes lignes. Le jour où ça commence à exister, il y a des visions très manichéennes qui disent que soit c'est la fin de l'humanité, soit c'est son déclat et cette technologie va nous permettre d'évoluer. Il y a beaucoup d'enjeux autour des objets connectés, de la communication entre objets, du tout technologique finalement, même si la technologie c'est assez relatif, mais le tout technologique et le tout connecté est une réalité en fait qui, par ces gadgets et par la communication qu'on en fait, commence à être accepté du public et commence à être accepté de la population. C'est une question. Oui, alors moi, je ne sais pas si ça marche. J'étais un peu surpris par la définition que vous avez l'air de donner du mot intrusif. Parce que pour moi, la personne qui, dans le smartphone, 15 minutes avant Marseille, appelle un taxi, pour moi, c'est pas là l'intrusion. À un moment donné, l'intrusion, c'est aussi sur ce qu'on appelle la vie privée et sur toutes les données qui sont connectées, sans même qu'on en ait conscience. Après, quand on parle de l'aspect gadget, ça, c'est pour faire passer la pilule. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle de la montre qui compte les pas, qui compte le nombre d'exercices physiques et tout, il y a quand même, à l'heure actuelle, une société entre guillemets capitaliste où il y a des gens qui veulent faire du profit et c'est des marchés. C'est-à-dire que derrière, on a le marché de la santé. Il y a quand même un vrai problème par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une assurance en France santé qui ne vous demande pas votre état de santé pour vous assurer, sauf malheureusement quand vous en venez pour acheter une maison, par exemple. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, ça voudra dire que la personne qui voudra faire un emprunt bancaire, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller consulter les données de santé pour savoir si la personne, elle marche suffisamment, si elle n'est pas trop droite, ainsi de suite. Je veux dire, il y a quand même un vrai problème par rapport aux objets connectés, et ce débat-là, on n'a pas, on considère que c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur qu'est-ce qui relève de la vie privée, qu'est-ce qui relève de la vie publique, parce qu'en termes d'objets connectés, certains ont vu le film, même s'il n'est pas très diffusé, sur Citizen Four, par exemple. C'était il y a 4 ans, c'est-à-dire que depuis, ou 3 ans, depuis, ça s'est bien aggravé en termes de connexion. On vient de voir la loi qui vient d'être votée sans de vrai débat quand même sur la surveillance, mais il y a l'aspect de l'État, il y a l'aspect des grandes sociétés comme Google, comme Apple, comme Microsoft. C'est clair que ce qui les intéresse, c'est vos données. Et là, je pense que par rapport à ça, le but des objets connectés, c'est aussi collecter un maximum de données sur les gens, sans forcément qu'ils voient l'usage qui peut en être fait. Quand on parle du tout gratuit, la plupart des installations gratuites que vous faites sur votre smartphone, il y en a combien qui lisent les autorisations d'accès que demande l'application quand on l'installe? En fait, pour installer n'importe quelle application, il faut accepter tout ce qu'on nous demande, en fait, donc d'avoir accès à tout. Donc ça, de toute façon, on ne peut pas installer sans ça. Mais je vais laisser Laurence continuer. Oui, non, mais on peut pas. Si on veut en effet qu'une application soit utilisable, on est obligé donc de consentir à certaines, ce qu'on appelle violation du privé. Non, conditions générales d'utilisation, voilà. Je cherchais la traduction française. Les conditions générales d'utilisation. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui autour justement des objets connectés vise à faire consentir les utilisateurs à la captation et
et qui vous permettent d'avoir certains avantages sur le prix de votre assurance si vous acceptez, vous consentez donc à ce que ces données soient captées, traitées et analysées. Donc c'est extrêmement pervers le marché du consentement parce que voilà, ça achète d'une certaine façon le consommateur et ça finalement l'habitue à être capté à travers ces bracelets connectés et ça monétise ces données personnelles, mais en contrepartie, de façon qui peut sembler en effet acceptable, en contrepartie d'avantages, de réduction, etc. Donc il y a tout il y a des mêmes startups qui se spécialisent dans le trading des données personnelles. On vous a accepté d'être, là c'est des données de consommation électrique, vous acceptez de livrer vos données de consommation électrique et puis en retour vous avez toutes sortes d'avantages. Donc c'est ce qu'on appelle le VRM, c'est-à-dire le Vending Relation Management, où c'est le consommateur qui est riche de ces données et qui va trader et qui va s'arranger avec des sociétés pour qu'elles puissent valoriser ces données personnelles. Donc c'est un marché qui est en train de se mettre en place, qui est connecté aux objets communicants et qui est connecté également au big data. C'est le champ économique autour des objets connectés sous structure de la sorte. Et voilà, donc c'est le marché du consentement qui paraît à première vue assez sympathique puisque vous avez des avantages, vous payez moins, vous faites des économies, mais qui finalement est extrêmement pernicieux puisque ça suppose que vous vous habituez finalement à faire que vos données soient captées et soient traitées par d'autres. Je vais peut-être répondre là-dessus. Oui, d'un mot, et puis on prend la question après. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a dit, on est déjà capable technologiquement de le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les gens ont une utilisation les yeux fermés, en fait. Ils valident les CGU, les conditions de l'utilisation, ils valident parce que personne n'a envie de lire 92 pages de textes juridicaux compréhensibles. Et que donc, en fait, à un moment, soit on est exclu. Aujourd'hui, en fait, moi j'ai fait une enquête là récemment dans un numéro de Bekirika sur le mouvement technocritique en France. C'est-à-dire sur elle est en libre accès, on l'a mis en libre accès ça s'appelle les ennemis de la machine. C'est une enquête qui est sur tous les différents mouvements qui en France aujourd'hui critiquent vraiment radicalement la technologie. Et il y en a un groupe qui s'appelle Pièce et Main-d'œuvre, qui est à Grenoble, très actif à Grenoble, qui est très engagé en lutte contre Minatech et le Silva. Ils ont une expression qui est extrêmement juste. Ils disent vivre aujourd'hui, c'est pas vivre comme dans les années 70 avec l'ordinateur, c'est vivre dans le monde de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, même quand on veut se déconnecter, même quand on veut ne pas être géolocalisé, ne pas être espionné, on ne peut pas. Vous pouvez toujours ne pas acheter ces gadgets-là. Il y aura Google. Oui, voilà. Non, mais le pass Navigo. Et après, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur la loi, le renseignement. Je pense qu'il y a eu un débat trop faible, mais il y a déjà eu un débat. Et le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi une classe politique qui n'a pas du tout conscience des enjeux posés par ces sujets-là. Éthique. Après, je ne vais pas faire des politique. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est qu'à mon avis, par rapport à l'importance de ces sujets-là, je pense qu'ils ne sont pas mis sur la table, ils le sont de la mauvaise manière, et que ça avance lourdement. Mais c'est bien qu'il y ait eu quand même un semblant de débat, c'est déjà un début de débat sur la question de la sécurité. Là, le mot en anglais n'est pas politique. Ouais. En fait, on en est à un moment aujourd'hui où refuser de partager ces données, ça va être un acte militant politique, parce que tous ces objets sont des objets capteurs, eh bien, il va falloir imaginer des scénarios, et ils existent, des scénarios techniques de chiffrement. On n'est pas obligé de partager ces données pour qu'elles soient analysées sur des serveurs distants. On peut les stocker en local, les faire à traiter en local sur ce qu'on appelle le fog, c'est pas le cloud, mais c'est le fog, on est dans le brouillard. Et on en est là, c'est-à-dire c'est un acte politique de refuser en effet de partager ces données et de livrer à on sait qui. Peut-être un petit peu avancé dans les questions pour le reste. Juste pour dire que j'avais pas de passe Navigo pour cette raison. Donc en fait, je paye mes tickets, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était sur le point du confort. Voilà, c'était ça en fait, cette société du confort, parce que c'est un peu ça qui ressort tout à l'heure par rapport
rapport aux vidéos. Bon, c'est vrai que je suis pas arrivé au début, mais ce que vous avez montré, vous avez bien expliqué que c'était pour expliquer un peu ce que c'était au niveau des gadgets, mais il y avait ce côté-là un peu, j'avais l'impression que ça s'adressait à une classe sociale, on va dire, aisée, parce que tous ces objets, je pense qu'ils ont un coût. Quand on a un revenu modeste, moi personnellement, avoir un drone ou un truc comme ça, bon bref. Et j'ai l'impression que plutôt ça s'adresse quelque part à une classe d'avant-garde. En gros, cette classe qui a les moyens de pouvoir se payer tout ça, et ensuite qui a des influences sur la population, sur la masse, quoi. J'avais plutôt cette impression-là, voilà, c'était sur ce point. J'ai une première question. Comment est-ce que vous payez vos tickets? En liquide. Vous n'avez pas de téléphone mobile? Si. Acheter une carte Navigo. enfin, ça c'était juste pour savoir. Mais après, pour la question du top-down économique, ouais, complètement. En fait, ça a toujours été un peu le cas dans tous les types d'innovations un peu technologiques. Depuis qu'on est une société capitaliste, en fait, parce que les technologies sont toujours moins accessibles parce que plus rares, et pour d'autres raisons aussi, elles demandent beaucoup de travail, etc. Elles sont moins accessibles et elles descendent progressivement dans les couches sociales et les couches économiques parce que avec le temps, on apprend à les faire mieux, on apprend à les faire pour moins cher et on peut les vendre à des gens qui ont moins les moyens. Après, il y a aussi des technologies qui transgressent entre guillemets cette loi-là, dans le sens où je fais partie de cette classe moyenne, si vous voulez. Genre, je peux ne pas en avoir l'air, mais je fais partie de cette classe moyenne. Je ne peux pas pour en sortir, mais je fais partie et pourtant je dépense de l'argent dans la technologie qui me met sur la paille complètement, mais j'en dépense parce que ça a transgressé cette loi de j'en ai pas complètement besoin donc j'en achète pas. C'est vraiment, moi c'est nécessaire pour moi d'avoir un smartphone aujourd'hui, ne serait-ce que pour travailler. Donc en fait, cette loi, oui, complètement, elle existe. Elle existera tant qu'on sera une société capitaliste. Si ça change, ce sera le lent. Mais ouais, c'est tout. Pour revenir par rapport au Moi, comme vous, on va dire que ces technologies, je les utilise quand elles sont utiles. C'est là où je voulais en venir en fait tout à l'heure. C'est dans l'utilité, parce que les gadgets, à la rigueur, avoir son casque de Walkman dans le bonnet, personnellement, ça ne sert pas à grand chose. Et en plus de ça, c'est un autre point sur lequel je voulais parler, c'était de la santé. Parce qu'on apprend, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, que les gens qui vivent dans les grandes villes, on va prendre l'exemple de Paris, qui utilisent très souvent le métro, qui habitent dans un milieu urbain, il y a beaucoup de voitures, auront une perte d'audition. Apparemment, ça a été prouvé. Dans, je ne sais pas, peut-être dans 20 ou 30 ans, la population parisienne va avoir son audition qui va baisser, dû justement au casque de Walkman, à toutes ces choses-là. Et puis il y a plein de, justement, c'était pour revenir par rapport au terme philosophique, cette science sans conscience. Alors je ne sais plus quel philosophe ou sociologue a parlé de ça, c'était surtout ça qui me revenait à chaque fois, c'est qu'on produit, mais est-ce qu'on pense aussi à la santé de chacun? Et je ne parle pas aussi parce qu'on parle d'objets connectés, il y a le Bluetooth, il y a aussi tout ce qui est, comment ça s'appelle, on parle d'électrosensibilité, je crois, il y a des gens qui sont atteints de ça, apparemment ça commence à venir, et d'accord pour le progrès, je ne suis pas en train de dire non, il faut tout arrêter, c'est pas ça, c'est juste que ce soit utile, et surtout que ça nous abîme pas notre santé, voilà, c'est surtout ça, parce qu'apparemment, moi j'ai ma soeur qui travaille dans les hôpitaux, dans le service cancérologie, qui m'explique qu'apparemment dans les services, ils sont en train d'augmenter les lits, parce qu'ils savent, ils font des études, qu'il va y avoir de plus en plus de cancers, bref. Donc la technologie très bien, le Bluetooth, de connecter les ondes qui se baladent un peu partout, voilà, moi c'est plus ça qui me dérange, je sais pas, je contre le progrès, au contraire, allons-y, mais faisons attention, c'est plutôt ça. Donc je répète, science sans conscience. Moi, sur les objets connectés, je vois que vous proposez, en fait, ce qui nous est proposé, c'est de l'assistance dans tous les domaines. Ça nous est vendu comme de l'intelligence, ça n'en est pas, ce sont que des programmes informatiques, ce ne sont que des machines. Et on nous dit que c'est non intrusif, et alors qu'en fait, ces objets connectés transmettent des données concernant notre vie privée avec un niveau d'intrusion, étendu par rapport au pass Navigo, par rapport au smartphone, etc. Et moi, je me posais la question suivante, c'est a-t-on vraiment besoin, ça développe une forme d'aliénation des individus, finalement, en leur mettant, on va dire, des béquilles tous azimuts, puisqu'ils sont devenus incapables, par exemple, en l'absence de saucisses intelligentes, de la cuire correctement. Et donc, je m'interroge sur l'éducation. C'est-à-dire que les gens sont devenus tellement cons qu'ils ont besoin de tous ces objets. Et c'est ça un vrai projet politique. Est-ce que... si on continue sur ce que je voulais dire, je
est-ce que si vous n'avez pas de chaussures aujourd'hui, vous êtes considéré comme moins performant que quelqu'un d'autre? Si vous n'avez pas de chaussures aujourd'hui, genre aujourd'hui, vous venez pieds nus au boulot. Ce que vous avez pas entendu dans ma phrase, ces objets, ils organisent une forme d'aliénation. Ouais, mais tout organise une forme d'aliénation. En fait, Mais toute non, technologie organise une non, forme d'aliénation. absolument pas. Il y a des technologies qui procurent une certaine libération. Le lave-linge est une forme de libération pour les femmes, je suis désolée. Voilà. C'est aussi parce qu'elles en font plus. Il y a des choses qui sont effectivement porteurs d'une libération pour l'être humain, et il y en a d'autres qui sont pour une forme d'aliénation. Là, tout ce que vous avez proposé comme objet connecté sont des outils qui nous enferment dans un univers qui consomme 99% du temps de cerveau disponible. Il n'y a même plus la place pour le marketing. Non, pour répondre à ça, il y a l'idée du confort qui est très pertinent, je pense. J'ai dit tout ça qu'on ne pouvait plus vivre hors du monde de l'ordinateur. Après, il ne faut pas non plus tomber, se planquer derrière cet argument-là et se dire c'est foutu, de toute façon Google domine le monde, Big Brother. Et je pense qu'on est toujours libre de lire les conditions générales d'utilisation, de ne pas acheter ces objets-là, de ne pas avoir de passe Navigo et de limiter au maximum l'intrusion si on le veut. Il faut quand même garder. Si vous avez été éduqué à ça, c'est-à-dire la base de la liberté, c'est un niveau d'éducation. Je suis d'accord, aujourd'hui. Plus donné. Oui, mais ce qu'il faut surtout cultiver, c'est l'esprit critique par rapport à ces objets. C'est qu'on peut avoir l'usage de ces objets à condition d'en avoir un regard critique. Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, si aujourd'hui vous coupez tout à votre enfant, jeux vidéo, tablette, téléphone, machin, il est mis à l'écart. Ça va être plus difficile pour lui, ou alors avec les gens qui sont minimum comme lui. Il va développer, il va être exclu de l'immense majorité des autres enfants. Donc je suis d'accord, il y a une dimension. On n'est pas pris au piège, il faut faire la pédagogie, il faut être capable de voir le bon et le mauvais de chaque outil. Un ordinateur, tout le monde disait, regardez, je sais pas, le Minitel, ça s'est transformé en Minitel Rose, en message de coquille. Internet, aujourd'hui, il y a du porno accessible en libre accès, il n'y a pas plus de viols où les gens ne sont pas devenus des célébrités sexuelles. Je pense que, en fait, les gens, il faut faire confiance à l'intelligence humaine. Je pense que les gens sont capables, si on les aide aussi à cultiver leur esprit critique, ils sont capables d'en avoir. Après, sur la technologie elle-même, et sur l'idée de technique, je pense que j'ai longtemps cru qu'une technologie était neutre et qu'elle dépendait de l'usage qu'on en faisait. Je suis un peu revenu de cette idée-là. Je pense que toute technologie nouvelle est porteuse en elle d'idéologie et d'usage, et qu'elle impose et qu'elle conditionne. De ce point de vue-là, je rejoins un petit peu ce que vous avez dit, mais encore une fois, je pense qu'on ne décrète pas, soit on sort de cette société-là, soit on en a un usage raisonné et raisonnable autant que faire se peut. On peut la changer, la société. Non, on la change, ouais. Mais Souvenez qu'on peut la changer, on n'est pas obligé d'accepter telle qu'elle est. encore une fois, moi ça dépend. Tout est possible. Je pense pas qu'il faille. Le problème, c'est que moi, quand j'ai fait l'enquête dans le critique pour finir là-dessus, le cliché, c'est qu'en gros, les gens qui refusent la technologie, c'est des pierres à feu, c'est forcément des décroissants qui veulent vivre à la logis et au fond de la forêt. C'est pas vrai du tout. C'est des gens extrêmement érudits. Ce que j'ai découvert en faisant l'enquête, c'est que ces personnalités-là qui ont une vision radicale de la technologie sont extrêmement érudits, ont un usage, ont testé toutes les technologies, ont justement une lecture critique qui est 1000 fois plus intéressante et 1000 fois plus documentée que l'immense majorité des gens qui en fait se contentent de consommer. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut cultiver son esprit critique, je ne dis pas forcément qu'il faut être radicalement contre, mais il faut au moins comprendre de quoi on parle. Et le problème, c'est que 99% des gens qui utilisent ces objets-là ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je pense aussi qu'il faut un peu pluraliser les acteurs du champ des objets connectés. Il n'y a pas que des startups et des grandes et des GAFAM, mais il y a aussi les citoyens. Bon, c'est les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, donc les grandes plateformes du numérique américaines. Et donc, il y a aussi tout un ensemble d'acteurs qui peuvent être justement les citoyens qui peuvent s'intéresser à ces objets, non pas pour être dépossédés justement de leur intelligence, mais pour être accompagnés ou outillés par cette intelligence et les potentialités de la connexion. Et donc par exemple, moi parce que
mais je ne veux pas être dans ce qu'on appelle le prophète de mauvais augure, c'est-à-dire, il me semble que finalement, faire carrière en cultivant la peur des technologies, en cultivant la peur des usages mercantiles, commerciaux, prédateurs des données personnelles, c'est un peu se payer de mots. Donc moi j'ai pas vocation à être la reine du logos plus longtemps, et donc j'ai cofondé une association où justement dont le slogan est des technologies extraordinaires pour les gens ordinaires, et donc on développe des capteurs connectés qu'on fait par soi-même, donc dans des EPL, dans des ateliers de fabrication des Fab Labs. Et donc ça, c'est un capteur qui permet de mesurer sa consommation en temps réel, c'est-à-dire que vous payez votre facture EDF toujours après avoir consommé, vous ne savez pas véritablement ce que vous consommez, ce que ça vous coûte en temps réel. Et donc ici, c'est un capteur qui vous permet de mesurer votre consommation électrique en temps réel, qui peut être fabriqué par tout un chacun. Moi, je ne savais pas souder, et j'ai soudé ce capteur, et c'est renvoyé donc sur une base qui est connectée à notre box, mais il y a plein de scénarios possibles, hein. Et ça ne sort pas, la donnée ne sort pas en fait, elle est traitée sur ce petit co-ordinateur et elle ne sort pas. Et ça nous permet tout simplement de savoir en temps réel ce que vous avez consommé et combien ça vous coûte. Ce que EDF, par exemple, les fournisseurs d'énergie ne nous permettent pas pour l'instant de savoir. Oui, mais là, il faudra payer, etc. Là, donc, c'est en temps réel. Et un autre usage également qu'on avait imaginé, ce sont des capteurs de pollution locale, c'est-à-dire Paris a plusieurs stations qui mesurent la pollution et donc qui finalement produisent un taux global de pollution urbaine dans Paris. Or, il est intéressant de savoir dans le quartier quel est le taux des polluants, du NO2, de l'ozone, etc. Et donc, on a imaginé des capteurs de pollution qu'on appelle des mesures locales de la pollution. Finalement, il y a tout un usage qu'on appelle le nous quantifiant, pas simplement le soi quantifié, mais du nous quantifiant de ces capteurs connectés, parce que ça nous aide quand même à mieux connaître notre environnement. Parce qu'on mesure de la consommation électrique en temps réel, on mesure des taux de pollution tels qu'on les respire à l'endroit où l'on vit où l'on travaille. Et donc, il y a quand même un usage qui peut être utile et bénéfique de ces capteurs connectés pour mieux connaître le monde dans lequel on vit, on travaille, pour mieux connaître nos consommations et avoir une sobriété énergétique efficace, parce qu'on nous propose des petits gestes, mais il y a plein de petits gestes qui sont pour notre équipement, nos habitudes de consommation totalement inutiles. Et donc, c'est intéressant par rapport à tous les petits gestes qu'on nous propose, de savoir lesquels finalement sont réellement efficaces. Et ça, on le mesure. Voilà. Et donc ça, ce sont quand même des données intéressantes que de pouvoir mesurer plus avant le monde qui nous entoure et d'en faire un bon usage. Et le bon usage, c'est par exemple justement de ne pas faire en sorte que ces données soient parlées pour nous, mais de se les réapproprier. Et j'observe moi dans les usages des podomètres des choses assez intéressantes parce que on nous dit, voilà, en effet, ça va quantifier les pas, et il y a des usages revendicatifs qui sont en train de se développer autour de ces podomètres. Il y a des gens qui mettent leur capture d'écran, par exemple sur Facebook, qui mettent leur capture d'écran des pas qu'ils sont en train d'effectuer depuis leur domicile jusqu'à leur travail, pour dire, voilà, j'ai des conditions de travail et de déplacement complètement déplorables. Et donc, il peut y avoir tout un ensemble de réappropriation de ces données et de ces mesures qui ne soient pas simplement au bénéfice des sociétés et au bénéfice marketing. Donc, c'est dommage de savoir que tous ces objets existent et ont une utilité, et finalement de ne voir que les gadgets, ou alors de s'en tenir à un discours technocritique, en effet, qui est un peu logoréique et rhétorique. Voilà. On n'est pas sur une position à 100% critique dans les objets connectés qu'on utilise au quotidien. Nous avons des capteurs pour mettre par exemple dans l'entreprise où je travaille, il y a des capteurs sur la tête du travailleur qui permettent de regarder comment il bouge et comment il résiste à la pression. Il y a aussi des outils d'anticipation des coûts. Donc effectivement, il y a de la technologie qui peut être intéressante. Hein. Il y a une différence entre cette technologie qui effectivement apporte un
parle. Et c'est ça qui est embêtant, c'est l'usage collectif, voilà, on souvent ne intéressant. laisse pas les... Non, et puis, autant sur l'aspect médical, il y a la technologie apporte des solutions pour des gens qui ont plein de problèmes, il y a des choses particulières. Des prothèses connectées. Non, mais ça, c'est pas du tout remis en cause. La question, à un moment donné, ce qui pose, c'est de notre asservissement un certain nombre d'objets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'objet qui libère, c'est vrai que la personne qui manque une jambe, à qui on fait une prothèse qui lui permet de se déplacer normalement, c'est vachement bien. Par contre, à un moment donné, le fait d'avoir des capteurs en permanence pour être quelque part asservi et pas autonome sur les actes de la vie courante. Je veux dire qu'aujourd'hui, en termes d'éducation, on ne sache plus manger correctement, on ne sache plus se faire la cuisine, on ne sache plus qu'on dépende de... C'est ahurissant, quoi. Je suis pas trop d'accord, quand même. Il y avait une question que vous avez dit. Moi, je suis désolé. Bonsoir. Moi j'ai toujours du mal à comprendre franchement l'objet connecté. J'entends parler de ça depuis très peu, à peu près maximum 2 ans après. Donc, quand l'objet est connecté, il est connecté où et à quoi? Bon, bah là, par exemple, vous avez un tableau électrique chez vous. Pardon? Vous avez un tableau électrique chez vous. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et vous avez 2 fils, un rouge et un marron ou un bleu. Oui. Vous mettez cette pince paramétrique qui va capter le flux électrique sur le rouge. Vous le connectez à ce capteur où il y a plusieurs éléments qui ont trait à la question de l'électricité, plus ce qu'on appelle un ATmega, donc qui a été mis en place par chez Arduino, carte Arduino, mais bon, c'était un collectif qui s'appelle Arduino, voilà. Et en fait, c'est ça, la base de l'Arduino, c'est un convertisseur de signaux analogiques en signaux numériques. C'est vraiment la base en fait des objets connectés, c'est d'avoir des signaux analogiques qu'on va transformer en signaux numériques et qu'on va pouvoir donc renvoyer sur différents écrans. Et donc là, par exemple, vous avez sur ce capteur l'ATmega et une puce il y a différentes façons de connecter les objets, de les faire communiquer. Mais là, nous, c'est une puce NRF24, donc c'est du Wi-Fi, mais beaucoup moins puissant. Oui, mais... C'est toutes les 8 secondes, et donc on est à 10% de puissance du Wi-Fi en général. Et ça renvoie donc sur ce petit coordinateur qui est connecté avec la prise Ethernet sur votre box. Donc là, ça c'est un exemple d'objet connecté. Oui, mais... Ça va rendre communicant le flux électrique et ça va vous permettre de stocker déjà les données et ensuite de les visualiser et ensuite de les analyser. Les données, elles ne sont pas partagées, elles restent chez elles. Oui, là, on a fait un tunnel SSH, donc on a créé un tunnel sécurisé qui va chercher la donnée sur la base. Oui, mais il est connecté à un ordinateur, à quelque chose. J'ai connecté entre cet ordinateur et la base qui est chez moi, il y a un tunnel sécurisé qui est donc. Et en fait, c'est elle qui va chercher les données. On ne lui renvoie pas constamment. C'est-à-dire que c'est elle qui va chercher les données sur un tunnel sécurisé. Donc elle ne sort pas de chez elle. Non, mais un exemple tout à l'heure, quand la fourchette, elle est connectée où cette fourchette? La fourchette, tous ces objets, en fait, leur business, leur business est basé sur la donnée. Oui. Et donc, il n'y a aucune raison que ces données soient stockées en local, puisque tout le business, toute la valeur de ces objets connectés est dans la donnée. Et donc, il faut que ces données, elles circulent, elles soient transmises, elles soient ensuite traitées, et que ces capacités de traitement et les données issues du calcul et de ces données soient monétisables, soient... Oui, elle est connectée dans un serveur quelconque, quoi, dans un site, un serveur. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a pas de fatalité, vous pouvez imaginer. Là, c'est crypté à la source, donc il y a une clé AES ici. Donc la donnée, elle est complètement chiffrée au moment même où elle est transmise au pico-ordinateur. Elle est chiffrée là. Ah, elle est chiffrée, oui. Mais les données, en tout cas, elles ne vont pas droite à gauche. Ils restent là où il fallait. Elles sont ensuite renvoyées par ces petites puces-là sur ce mini-ordinateur qui est donc à la puissance d'un DEX 486. Oui, mais c'est pas tout le monde a accès. C'est comme que vous, par exemple. Oui, c'est stocké chez moi en local. Là, j'ai juste fait un accès distant, mais très sécurisé en
D'accord, merci. Je voulais juste dire quelque chose, si vous permettez. C'est par rapport au temps. Je constate que tout ça, c'est censé nous faire gagner du temps, et puis au final, on ne gagne pas forcément du temps. C'est-à-dire que finalement, moi je trouve que toutes ces connexions, c'est quelque chose de plutôt chronophage. C'est-à-dire que ça nous prend du temps sur quelque chose qu'on a envie de faire par ailleurs, mais qu'on n'aura pas le temps de faire par ailleurs parce que tout ça, parce qu'en fait, il y a énormément d'applications, énormément de contrôle. On doit être vigilant sur tout un tas de choses. Je ne sais pas, on demande une location de voiture. On est amené à vérifier les 10 milliards de loueurs de voitures parce que grâce à Internet, effectivement, on a aussi comparé. On va comparer 10 milliards de loueurs, il y a 10 milliards de contrats. Il y a énormément de choses. Donc ça, c'est la lutte entre le progrès, est-ce que ça va nous apporter un progrès réel, ou est-ce que ça va nous prendre du temps et alors, une fois qu'on a réellement besoin ou pas, l'exemple des chaussures, je passe à Lyon, on dit tout, parce que les chaussures, effectivement, c'est pas du tout quelque chose qui est forcément, comme aujourd'hui construit, on dit c'est des super baskets, etc. Alors que théoriquement, en fait, quand on sait un peu en biomécanique, en vrai, les baskets, en fait, c'est un monde corps humain, finalement, et que vous voulez courir 6 champs sans chaussures et qu'on se retrouve avec des déficiences. Voilà. La question est de savoir quand est-ce qu'on utilise, comment on utilise, effectivement, il ne faut jamais utiliser de chaussures, mais que quand est-ce qu'on en utilise, voilà, c'est ça qui est difficile aujourd'hui avec ces objets connectés, c'est de savoir ne pas savoir résister une tentation à un moment parce que c'est du marketing et sinon on va tirer et on se doit en repérer parce que c'est pas. Alors, moi je pense que vous pouvez toujours résister les tentations. C'est le ensuite, on pensait que les emails allaient nous permettre de plus écrire des courriers manuels, de gagner du temps. Résultat, on a inondé d'emails. Je pense qu'on a tous les boîtes mail qui débordent et qu'en fait, on se rend compte qu'on passe un temps considérable dans une journée de travail, moi qui suis journaliste, à traiter des emails, à envoyer des emails. Donc c'est un bon exemple. Et je pense qu'en fait, effectivement, souvent la technologie libère pas du temps. Elle crée soit des besoins, soit des envies. Et donc, elle sollicite encore plus, elle tente encore plus. Mais après, c'est vous qui avez la main. Le bon exemple, c'est les jeux vidéo. Tout le monde dit ça rend accro. J'ai écrit un livre sur les jeux vidéo. C'est pas du tout de l'addiction, c'est pas le même phénomène. C'est une forme de dépendance qui peut se développer. Mais en fait, si on envoie un message raisonné et raisonnable, et ça s'apprend à ses enfants, ça s'apprend tout seul. Pas jouer plus que, je sais pas, 1 heure ou 1 heure et demie, parce qu'on sait qu'après, on va avoir des lumières dans les yeux et on va s'endormir à 5h du matin. Ça m'est arrivé, je suis un peu gamer, je pense qu'il y en a peut-être qui se retrouvent dans le discours. Voilà, il faut avoir un usage raisonnable de la technologie. Vous n'êtes jamais. Après, je suis d'accord, je pense que ça ne fait pas gagner du temps. Ça apporte des réponses parfois rapides et pratiques. Et ça ne fait pas gagner du temps. Ce qu'on peut dire après, peut-être pour compléter ce qu'a dit Laurence, on a parlé de Arduino, la carte, on a parlé du Raspberry Pi aussi, tu en parlais. Il faut aussi dire que ça, c'est des objets qui ne sont pas conçus par les entreprises de Google ou Amazon, mais qui sont des produits issus du logiciel libre, qui sont donc développés en libre accès, que vous pouvez augmenter même, puisque voilà, c'est des licences ouvertes, donc ça c'est des. Par contre, je pense que vous avez bien vu la complexité aussi de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est à la fois très simple et en même temps, on se rend compte que. Voilà. Donc on peut y arriver, mais il faut avoir envie d'y aller. C'est-à-dire que même quand on ne sait pas souder, à un moment, il faut se dire j'y vais. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe avec les ateliers de création, avec les Fab Labs, est vraiment un mouvement extrêmement positif. Il faut reprendre la main, pour compléter ce que disait Laurence, et c'est ce que je dis aussi quand je dis vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, vous pouvez reprendre la main, mais il faut comprendre la complexité, il faut l'accepter. Il n'y a pas de réponse simple. Je sais que dans nos usages de la technologie, on tend vers des usages simples, mais il faut comprendre la complexité, et au contraire, il faut reprendre la main et passer du temps justement à l'analyser. Rapidement, ça c'est ce qu'on appelle le mouvement do it yourself, chacun fait en fait. Et il y a de plus en plus d'ateliers, mais dans les espaces publics numériques ou dans ce qu'on appelle des tiers-lieux aussi, des endroits où on peut faire avec d'autres personnes différents objets, etc. Et on apprend chacun des autres aussi. Et
très très intéressant. Conclure pas complètement, on est d'accord. Mais en tout cas, parce qu'on va pouvoir continuer à discuter à travers les démonstrations et aussi l'apéritif, ne l'oublions pas. Sans fourchette connectée. Sans fourchette connectée. Mais en tout cas, et je reviendrai aussi à la fin pour toucher quelques mots sur le prochain apéritif, parce que je pense qu'il est en plein cœur de ce dont on est en train de parler, ce sera sur le hacking justement. Le hacking, c'est pas forcément ce à quoi on pense, c'est aussi la transformation d'un usage premier en fait. Enfin, on y reviendra justement. Donc je vais quand même laisser Valentin, qui est une super question pressée. Avant qu'elle s'en aille, alors on va laisser la parole à monsieur. Non, enfin, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste sur les 2-3 petites choses que je ne vais pas du tout relancer un débat, donc je vais juste dire un feeling comme ça sur 2-3 choses. Quand vous avez parlé vous avez prononcé un mot, c'est exclure. Tout à l'heure, vous avez parlé des personnes qui sont un peu radicalement critiques. Bon, moi, je vais être clair, je suis même un peu schizo quelque part, parce que je suis d'un côté geek passionné, de l'autre côté, je ne suis pas inconscient non plus. Et par exemple, au niveau du logiciel libre, il y a vous pouvez connaître Tails, qui est le seul, c'est pas un logiciel, c'est un OS qui permet de surfer anonymement sur Internet. C'est quasiment le meilleur outil, quasiment le seul, qui est employé par des journalistes qui sont dans des pays contrôlés. Simplement, quand on est quelqu'un de lambda comme moi, quand on va sur le site de Tails, on est considéré par exemple par NSA directement comme limite un terroriste. Je pense que vous êtes peut-être au courant de ça. C'est un truc à s'appuyer un peu sur la tête. Ouais, tout simplement, non, mais ça c'est clair. Enfin, je veux dire, ça a été cité d'après les rapports de la NSA. Les gens qui veulent, en gros, pour faire un raccourci, qui veulent utiliser ce logiciel, qui vont sur leur site, tout ça c'est un petit peu capté par la NSA. Et dans un article, quelqu'un de la NSA a qualifié, à savoir moi, donc voilà, je suis un terroriste parce que je veux simplement surfer anonymement sur le web sans que personne m'écoute. Premier point. Deuxième point, il y a un mot qui n'a pas été employé, c'est le mot éthique. Parce que quand même, il y a aussi un aspect, on a parlé un peu de Google, sans revenir sur un petit peu les aspects, on sait qu'il y a un des patrons de Google qui va vers le mouvement transhumaniste, qui ne fait pas lancer ce débat-là, mais par contre, on sait que Google achète et rachète à tour de bras des sociétés qui, dans quelques années, seront dans la médecine, et particulièrement la médecine à distance. Et là, je suis désolé, mais là, pour moi, il y a un gros hic, parce que tout ça, s'ils décident au travers de ça, c'est un transfert de tout ce qui est du soin du domaine public vers le domaine privé. Et pas n'importe quel domaine privé, parce que Google, je veux dire, comme acteur central de tout ça, il est partout, quoi. Je veux dire, il maîtrise effectivement un certain nombre de données, etc., etc. Et là, le soin, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et là, vous avez évoqué un peu cet aspect-là, c'est qu'il y a des débats qui devraient être menés, et là, j'ai plus le mot qui tue, mais au niveau politique, effectivement. Parce qu'on a bien vu il y a peu de temps, mais pour le moment, il se couche un petit peu. On a en face de nous des sociétés qui sont basées en Irlande, qui ne payent même pas d'impôts. Donc ils sont... Ok, je suis désolé, je lance plein de pistes, mais c'est comme ça. Et puis troisièmement, il y a aussi une petite expérience que j'ai faite il y a peu de temps, je pense que vous connaissez peut-être, c'est comment on appelle ça, c'est un moteur de données qui recense les objets connectés qui s'appelle Shodan. Voilà. Et j'ai fait une expérience toute bête, parce que bon, je parle comme ça, mais je suis vraiment un autodidacte, je ne suis pas du tout un expert en informatique. Mais voilà, il y a des tas d'objets qui actuellement sont connectés, mais qui ne sont pas sécurisés, et dont on peut peut-être pas prendre le contrôle, mais pratiquement. Voilà, moi j'ai fait l'expérience, je me suis inscrit sur le site en question, et en 20 minutes à peu près, je voyais une caméra de surveillance qui était en Ukraine. En plus, c'était assez amusant quelque part, parce que c'était des vigiles. Donc ces messieurs-là étaient en train de travailler, il y avait une caméra de surveillance qui les surveillait, apparemment ils n'étaient pas au courant. Et moi, au bout, c'était moi, dans le petit appart dans le 9e, qui voyait ces deux beaux vigiles ukrainiens qui pouvaient les... Et voilà, enfin, c'est impressionnant, quelque part, quand on fait l'expérience, cette expérience-là, parce que bon, là, je vous parle d'un truc anecdotique, mais enfin, le jeune américain qui a lancé ce moteur de recherche, il a trouvé une faille de sécurité dans un barrage hydroélectrique en France, au début de son expérience. Je ne sais pas si tu confirmes, si quelqu'un confirme tout ça. Enfin voilà, moi j'ai lancé un petit peu. Il y a quand même, bon voilà, je suis d'accord à la limite, moi aussi je pense que n'importe quel outil, il est neutre, après c'est l'usage qu'on en fait derrière.
Et puis allez, je sortais un dernier truc, mais enfin l'ancêtre des objets connectés, c'est quand même le bracelet électronique pour les prisonniers. Parce que le revers un peu de la médaille de tout ça, c'est que moi aussi, définition du mot intrusion, je suis désolé, mais la domotique, dans le genre intrusif, il n'y a pas plus intrusif que ça. Parce que la petite expérience que j'ai dit par rapport à la webcam, c'est parce qu'au début, j'ai vu que les services secrets anglais avaient pu neutraliser quelqu'un en utilisant sa propre webcam. Donc au début, j'ai fait waouh, c'est une limite science-fiction, etc. Mais le fait de faire moi-même la petite expérience. Donc voilà, si j'ai dit tout ça, c'est que quand même, il y a le côté positif, il y a des côtés négatifs qui se profilent, et ça, je suis d'accord, il y a une réappropriation à se faire de tout ça, donc il y a une certaine forme d'éducation à cet univers-là, quoi. Voilà, il y a le côté micro, mais il y a le côté macro qui dominait quand même, là. Il y a des débats, quoi. Non, mais c'est vraiment pour ça qu'on est là. Alors, c'est vraiment... vous avez parlé de réalité augmentée et de virtualité augmentée. Parce que moi, j'ai entendu l'émission où on parlait de l'homme augmenté. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de l'homme augmenté. C'est la question. Pardon. Donc la question c'est qu'est-ce que pense de l'homme augmenté? Donc on parle de plus en plus. C'est quand on a un proto de taille. J'avais prévu quelques slides pour parler de transhumanisme, justement de données augmentées, etc. Très franchement, j'adore ce qui se passe sur la web. Alors c'est très très rare d'avoir une annonce comme ça où tout le monde parle, et j'ai pas envie de casser le truc avec mes slides pourris. En fait, je vous propose deux trucs. Soit je fais mes slides et on part sur une base commune pour débattre, soit on continue là-dedans et on parle de quelle est la différence entre Google et un État. On parle de l'homme augmenté, on parle de tous ces trucs-là qu'on a abordés jusque-là. Et personnellement, je trouve ça plus intéressant, mais si vous voulez, j'en ai pour 5 minutes, je vous fais les slides en accéléré et on part sur une base commune. Non, mais c'est comme vous voulez. Les slides, c'est une projection. Voilà, justement, moi j'avais une question sur le transhumanisme et cet humain augmenté, en fait, l'idée. Et moi j'ai toujours entendu cet exemple de puce dans la peau qui est à la fois compte bancaire, donc je crois que c'est l'heure de votre slide. Pendant qu'il s'installe. Donc si tout va bien, le prochain apéritif ce sera au mois d'octobre, dans quelques mois, sur le hacking justement. On parlera aussi du piratage. Sinon, on a donc un atelier robotique, je rappelle, le vendredi 29 mai, de 10h à midi, où on pourra justement un petit peu, ce qu'on appelle bidouiller, chacun faire des choses avec un robot. On en a un ce soir aussi, donc on va pouvoir un petit peu discuter autour de ça. Il ne faut pas oublier que malgré tout ce débat, il y a aussi l'apéro qui nous attend quand même. On est aussi là pour ça. Donc, en tout cas, je voulais encore une fois vous remercier d'être tous présents, d'avoir répondu à l'appel et d'avoir été aussi nombreux et d'animer aussi intensément le débat. Sinon, on peut peut-être prendre. C'est bon, t'es prêt? Alors, les slides pourris de Valentin. C'est bien bon, bah oui. C'est une problématique que je n'ai pas, moi. Plein d'humour aussi. Alors, ces slides-là, c'est pas vraiment pourri, c'est juste une blague. Non, mais c'était une façon de dire que c'est par rapport au débat, c'était pas forcément le meilleur truc. Bon, bref, ces slides-là, je les ai préparés en fait il y a un an à peu près, je les ai retravaillés. Mais au final, je les ai préparés il y a un an parce que j'avais créé une petite organisation qui visait à faire ce genre de débat-là. En fait, en gros, on faisait une conférence qui durait un petit quart d'heure, où on avait 3 conférenciers, on donnait notre point de vue sur une question, comme ça, plutôt philosophique, touchant à la technologie, et après c'était un gros débat de 45 minutes. C'était cool. Vous ne me connaissez pas. Je ne vous connaissais pas. Et vraiment, c'est vraiment cette ambiance-là qu'on cherchait à faire et qu'on avait eu, c'était vraiment. Du coup, je vais essayer de faire vite. Le transhumanisme et l'omniprésence technologique, donc c'est des sujets qu'on a abordés là, tout au long de la soirée. Moi, ma vision des choses, pour rejoindre un peu ce que je disais à propos des chaussures, etc. tout à l'heure, c'est qu'on est déjà tous transhumains.
Le transhumanisme, pour en donner une définition qui est vraiment globale et qui est vraiment incomplète, c'est le fait d'augmenter les capacités humaines, de quelque manière que ce soit. Est-ce que, enfin, je pense qu'avant de parler donc, de puces cérébrales, de lentilles connectées ou d'autres choses comme ça, on va parler de smartphone. Genre, on en a parlé déjà un petit peu. Je pense qu'on peut se mettre d'accord, peut-être pas, mais on peut peut-être se mettre d'accord sur le fait que le smartphone, c'est ce qui nous relie à l'intelligence collective que représente Internet. Si aujourd'hui, je vous demande ce que c'est que l'alectorophobie, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ici? Bah, écoutez, en fait, potentiellement, il y a plein de gens dans cette salle, d'ailleurs je vois quelqu'un qui fait là, il y a plein de gens dans cette salle qui sont capables de le savoir avec une chose simple, c'est de demander à Google en fait. Genre vous allez taper alectorophobie sur Google et vous allez trouver que l'alectorophobie c'est la peur irrationnelle des poulets. On va trouver Wikipédia. Au final, vous allez. C'est pas complètement Google. J'ai un téléphone sur mon téléphone. L'intelligence, elle est sur Wikipédia, elle n'est pas sur ton moyen d'accès. Non, mais c'est le moyen d'accès. C'est Google, c'est Google. Wikipédia, ça marche bien d'accès. Ah oui, ça marche. Ah oui, oui. Oui, mais après, c'est l'hégémonie des grosses entreprises. Enfin, dit l'intelligence collective, la définition du terme, elle n'est pas sur Google, elle est sur Wikipédia, d'autres sites. Ok. Si on supprime cet accès à l'intelligence collective, bah, vous êtes un peu perdu. Enfin, moi, personnellement, je suis un peu perdu parce que j'ai tout le temps accès à cette intelligence collective, tout le temps accès à Google, tout le temps accès à Merci, j'apprécie. Maintenant, imaginez, en fait, le truc, c'est qu'on prend tous cette question du point de vue, de notre point de vue à nous, en fait. Genre, moi, j'ai pas de dictionnaire chez moi. Non mais c'est important parce que maintenant, prenons le cas en fait d'enfants, des gens qui sont nés avec cette technologie. Vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas nés avec cette technologie et vous êtes moins nés que moi avec cette technologie. Au final, à ces enfants, on leur enlève cette technologie, il se passe des choses incroyables. C'est ce qui s'est passé par exemple quand Snapchat. Qui ne connaît pas Snapchat ici? Ok, Snapchat c'est une appli qui en gros vous permet d'envoyer des sortes de SMS augmentés. Vous prenez une photo, vous rajoutez un texte par-dessus, vous pouvez l'envoyer à tous vos amis. C'est un moyen de communication qui est ultra populaire chez les jeunes. Quand je dis jeunes, je dis 12-18, vraiment les très jeunes. Et c'est un moyen qui est ultra populaire de communication parce qu'en fait, ce qui fait la particularité de Snapchat, c'est que les messages qu'on envoie, une fois que le destinataire les lit, il peut les lire pendant une dizaine de secondes et après le message est complètement effacé. Donc pas moyen de retracer tous les messages qui ont été envoyés, les conversations, par rapport au SMS ou par rapport aux conversations Facebook, au mail, n'importe quoi. La fonction story qui va garder pendant 24 voilà, heures. en gros, dans l'idée, c'est ça. Snapchat l'année dernière, vers mai, en mai 2014, a introduit une fonctionnalité qui permettait en fait aux gens de se parler en direct, comme sur un Skype, mais par des conversations beaucoup plus brèves. Il s'est passé des trucs incroyables, dans le sens où il y a des profs qui ont utilisé ce genre de trucs. En 16 ans, il n'y a jamais rien qui a dissipé ma classe plus que ce qui s'est passé hier avec Snapchat. Les gosses rampaient sous les tables pour empêcher les profs de prendre leur téléphone pour continuer à utiliser les nouvelles fonctions de Snapchat. Il y a un rapport aux technologies chez les jeunes qui est complètement différent que le rapport qu'on a, que même moi j'ai, alors pourtant je suis un geek, enfin, je me considère un peu comme ça. Au final, tous ces jeunes-là, on leur a appris à envoyer des snaps, donc ces messages-là, en même temps qu'on leur a appris à parler. Il y a une petite anecdote que j'aime bien qui est la suivante. Cette jeune fille qui s'appelle Natacha, elle a été retrouvée en 2009 et elle a entre guillemets été élevée par des loups. En fait, elle a été abandonnée. C'est des loups qui l'ont trouvée et qui l'ont un peu nourrie, élevée et qui l'ont fait survivre pendant quelques années. Et quand on l'a retrouvée, elle était capable de parler uniquement en aboyant. Au final, elle a été éduquée par une autre forme. Elle a été éduquée d'une façon différente. Maintenant, imaginez que ce ne soit pas des loups qui nous élèvent, mais qu'on nous élève dans l'esprit de la technologie, qu'on nous élève dans l'esprit d'envoyer des snaps régulièrement. En fait, moi, mon point de vue sur cette question, c'est que les usages font nous des transhumains. Les usages, selon moi, la façon dont on adopte la technologie, donc tout ce dont on a parlé jusque-là, en fait, la façon dont on utilise cette techno et la façon dont on l'embrasse et dans la façon où on fait attention à ce qu'elle peut nous apporter ou à ce qu'elle peut nous détruire, c'est ça qui fait de nous des transhumains, des humains augmentés. Aujourd'hui, par exemple, la technologie change complètement notre rapport à la géographie. Je veux dire,
je parle beaucoup plus avec une amie américaine qui est donc à presque l'autre bout du monde quotidiennement qu'à des gens que je croise dans le métro. Enfin, je leur parle pas. Et pourtant, ça veut dire que la géographie n'est plus un facteur de communication comme avant. Aussi, un propos qu'on a évoqué jusque-là, c'est que l'innovation est poussée par la paresse, le confort, etc. L'innovation est poussée par la paresse. Et donc, pour revenir un peu aux chaussures, etc., au final, c'était ultra galère de découper sa viande, donc l'homme a inventé un couteau. Aujourd'hui, le couteau, c'est banal. On ne se rend pas compte qu'on utilise une technologie pour utiliser un couteau. Les gens ont créé la voiture parce que ça permettait de se déplacer plus vite et sans effort. La paresse. La voiture, c'est devenu un objet banal. On ne se rend pas compte qu'on utilise une technologie quand on utilise une voiture. Le smartphone, ça permet d'échanger, de communiquer plus rapidement. Les smartwatches, ça sert à rien. Au final, vous voyez, on avance progressivement. On avance vers des technologies qui sont de plus en plus adoptées parce que quand on est jeune, on adopte facilement une technologie, on est élevé avec. On ne se rend pas compte des impacts qu'elles ont pu avoir sur les générations précédentes. Et en fait, même quand on est moins jeune, mais au final, si aujourd'hui, si demain Elon Musk envoie une fusée et qu'on fonde une colonie sur Mars, vous allez trouver ça incroyable. Et genre, ce sera genre, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout. Dans 50 ans, la colonie sur Mars, elle est établie et c'est normal qu'elle existe pour les jeunes qui naissent à ce moment-là. Cette paresse-là, elle va nous mener à différentes choses qui peuvent aboutir à de la puce cérébrale. Aujourd'hui, la puce cérébrale, qui est prêt à se faire poser une puce cérébrale ici? Pas grand monde. Moi, je suis pas chaud. Je suis pas chaud pour poser une puce cérébrale. Pour l'instant, on a chaud aussi. Si c'est une puce Google, je suis pas chaud. Non, mais au final, personne n'est chaud ici et peut-être que progressivement, on va y arriver. Parce que les gens vont s'adapter à cette technologie-là. Pas d'un coup, on va pas dire tout le monde doit mettre une puce cérébrale. C'est que, ok, maintenant, vous avez eu des lentilles connectées. Les lentilles connectées, c'est bientôt. Google travaille dessus. Ils ont des lentilles qui captent le taux de sucre dans le sang pour les diabétiques. Donc, c'est des technologies qui sont ultra miniaturisées. Ouais, on a eu des lentilles connectées. Avant ça, on a eu des Google Glass. Ok, c'était un mauvais exemple, mais bon. On a eu des Google Glass. Au final, ça a facilité notre vie. C'était des technologies qui sont devenues banales avec le temps. Et donc, on arrive à des puces cérébrales connectées qui facilitent autant notre vie que les précédentes étapes. L'idée, c'est que la technologie, elle n'est pas de rupture toujours, c'est que progressivement, on s'y adapte. Le problème, c'est que dans ce modèle, les hommes les plus riches sont les plus intelligents. Genre, dans un modèle où tout le monde a des puces cérébrales, ceux qui ont les meilleures puces sont les plus intelligents. C'est un peu embêtant. Et en plus, on ne parle pas d'exosquelettes, par exemple. Les exosquelettes, ça crée des modèles différents où, en fait, par exemple, pour Oscar Pistorius, c'était pas. Maintenant, c'est un peu difficile d'en parler, c'était il y a longtemps. Mais au final, pour Oscar Pistorius, c'est encore un vrai humain, mais il est augmenté. Par rapport à la globalité des humains, il est quand même augmenté par de la technologie. Et dans ce cas-là, les hommes les plus riches sont les plus rapides. Dans le cas d'autres exosquelettes, qui permettent de soulever des poids gigantesques, les hommes les plus riches sont les plus forts. Et en fait, au global, avec la technologie, avec l'adoption de cette technologie, et si on ne fait pas attention, en fait, et si on ne crée pas des débats comme cela, genre au final, si on ne dépasse pas le niveau de dire il y a tel gadget, d'énumérer, et qu'on ne prend pas des débats comme cela pour réfléchir aux questions philosophiques qui sont derrière, on va se retrouver dans une société où les hommes les plus riches sont les plus puissants, et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas déjà le cas. Ça dépend comme sens ou mon réflexe. Que peut-être que pour vous, mon réflexe, il a un sens. Vous parlez quoi que de la richesse financière? Le mot richesse. La richesse. Oui, la richesse. Oui, mais c'est pas que ça, là. Oui, non, mais là, je parle de la richesse en tant que négatif. Et quand on voit la pauvreté des gens très riches, ils ne sont pas toujours enviés. Après, ça, c'est encore plus philosophique. Ah non, mais sinon, c'est un contrat, c'est pas de la philosophie. Et moi, dans votre commentaire, il y a un mot que je n'aime pas. Quand vous mettez paresse, c'est économie de l'effort, c'est totalement différent. Vous mélangez l'économie de l'effort, et vous faites penser que c'est des paresseux. Non, c'est économiser l'effort, réfléchir pour ne pas se fatiguer, ce qui est totalement différent. Ouais. Mais évidemment, je pense qu'à votre âge, vous ne pouvez peut-être pas faire la corrélation entre les deux sens. Vous n'avez qu'un sens de ce mot-là. C'est possible. Économie de l'effort. Non, je pense que totalement différent. Et j'aimerais juste rajouter un dernier truc.
enfin là je vais vraiment envoyer de la vague pour qu'on continue à débattre parce que je trouve ça trop cool. Ma vision des choses, c'est que, et c'est la vision de beaucoup de gens, je me considère, pour ceux qui connaissent un peu les mouvements liés aux technologies, non pas comme un transhumaniste, loin de là, pas loin de là, mais non pas comme un transhumaniste, mais comme un cyber-libertarien, à savoir que la technologie peut faciliter et permettre à tous de se libérer de n'importe quoi. Au final, pour moi, on ne peut pas accomplir et faire avancer les choses si on se pose trop de questions. Et c'est un gros problème. Au final, si Einstein, les gens qui posaient sur le projet Manhattan à l'époque, s'étaient posé trop de questions, s'étaient dit qu'on allait faire des bombes atomiques, on n'aurait pas de centrales nucléaires, et l'électricité, elle serait encore brûlée de charbon en majorité en France. Peut-être, mais peut-être pas. Et en attendant, on a quand même évolué. Et on ne peut pas faire évoluer et avancer les choses si on se pose trop de questions. Et du coup, c'est ce qui différencie. C'est qu'il y a une catégorie de personnes qui se posent des questions, on est là. Il y a une catégorie de personnes qui fait, qui agit. Et le problème, c'est que c'est vraiment indissociable et qu'on aura beau continuer à discuter, il faut faire prendre conscience aux gens qui font que c'est important de penser aussi. Et c'est un truc, c'est un défi qui est hyper difficile. Dis-moi. Pardon ? C'est un défi hyper difficile. Voilà, juste pour ajouter un mot sur le transhumanisme. J'ai lu un article passionnant de l'ancien rédacteur en chef de Wired, le magazine américain qui traite de la technologie. On pense ce que va devenir l'humanité dans 300, 400, 500 ans, faire un exercice prospectif à très long terme. Il a dit quelque chose qui à mon avis est très juste. C'est que ce qui va se passer avec les puces dans le bras, avec les nanorobots qui vont fluidifier votre sang et détruire les mauvaises cellules, avec la jambe de l'homme cyborg sur le type Pastorius, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'humanité va peut-être perdre son unicité d'espèce humaine. Il y aura peut-être certains humains qui vont accepter d'avoir une puce dans le bras pour ouvrir une porte plus vite que dans un salon. Mais qui par contre refuseront totalement de faire de l'eugénisme sur tout ce qui touche à l'accouchement. D'autres vont être pour l'utérus artificiel, mais vont refuser totalement de se mettre une puce dans le bras. En fait, on va avoir peut-être l'humanité, alors lui il appelle ça le scénario Amish, vous connaissez sûrement les Amish, j'allais dire le peuple, c'est pas vraiment un peuple, cette catégorie de communauté religieuse, voilà, qui a décidé au XVIIIe siècle de vivre avec les technologies du XVIIIe siècle et qui a refusé une certaine modernité technologique et qui aujourd'hui évolue en vase clos, existe toujours, mais voilà, à un moment elle a dit stop. Et je pense qu'on va avoir des catégories d'humains qui progressivement vont dire stop, vont refuser la technologie, vont refuser d'aller avancer et vont en accepter d'autres. Ça ne va pas être tout ou rien, ça ne va pas être je vais dans la forêt, je refuse la modernité contre les fous transhumanistes qui se mettent depuis temporaire et qui vont sur Mars. Ça va être beaucoup plus complexe que ça, et je pense que l'humanité va peut-être perdre, avec l'intrusion de la technologie dans le corps, on va peut-être perdre ce qui faisait le dernier vrai champ qui nous rassemble, c'est-à-dire cette unicité de l'espèce humaine dans sa chair. Et on va conclure avec Laurence. Non, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'imaginaire du transhumanisme, c'est un imaginaire extrêmement compétitif entre humain et non humain. Et donc ça va tout à fait bien justement avec le contexte socio-économique du développement de ces technologies. C'est vraiment un monde libéral compétitif entre les hommes. Et donc forcément, on imagine la compétitivité stérile entre humain et machine. Mais moi j'aime bien en effet cette idée que tu soulèves là, parce que ce qu'on appelle le cyborg aujourd'hui, c'est-à-dire l'humain hybridé à de la machine, mi-humain, mi-machine, à l'origine, c'est une figure, bon, il y a plusieurs, c'est une figure qui a une histoire, mais telle que Donna Haraway, qui en a fait un manifeste cyborg en 85, qui est un manifeste justement socialiste, féministe et socialiste, elle avait imaginé justement le cyborg comme une figure émancipatrice parce que ça permettait de
subsumer tous les grands partages que la modernité nous a livrés, c'est-à-dire il y a l'humain, il y a la technique, il y a les hommes, il y a les femmes, et le cyborg, en subsumant justement toutes ces différences entre les espèces, permettait d'imaginer une nouvelle anthropologie, mais qui n'était plus compétitive, mais qui est symétrique justement avec toutes les espèces et tous les types d'entités qui peuplent la planète. Et donc on peut imaginer en effet des relations de compagnonnage avec toutes sortes d'hybridations techniques, humaines, végétales, etc. Mais pas du tout dans un rapport de domination d'une entité sur l'autre, mais un rapport de compagnonnage et de bonne intelligence. Voilà. Et donc si on a cet imaginaire non compétitif en tête, eh bien on peut en effet imaginer d'autres usages possibles de la technique et d'autres visions de l'humanité telles qu'elle compagnonne qu'elle chemine avec les technologies depuis toujours. Voilà. Il y avait une question encore, je crois, non, papa? Oui, moi, une dernière. Je me pose la question, je dis, est-ce qu'à la longue, avec tous ces progrès technologiques, ne vont pas à la longue inhiber nos acquis? Parce qu'on est né avec des acquis. Il y a ce qu'on appelle les réflexes acquis et les réflexes innés. Alors, moi, il y a toujours le revers de la médaille parce que c'est vrai qu'il y a ces progrès technologiques sur le plan de la vie courante, on font beaucoup de choses. Mais je prends l'exemple par exemple d'une voiture. Avec des nouvelles voitures là, maintenant, bourrées de capteurs de technologie. Nous maintenant on laisse tout presque à ces capteurs-là faire. Par contre, avant, pour conduire la voiture, on avait des réflexes à distance. On regarde à gauche, à droite. Tout ça, maintenant, les ordinateurs le font. Moi, j'ai surtout. Si on revient sur la notion de confort, demain, il n'y aura même plus, a priori, de gens pour conduire les voitures. On sera sur carrément des voitures automatisées au prétexte que zéro victime, pas de mort sur les routes, donc voilà, il y aura plus de pilote, et on sera dans des voitures qui s'auto-garent, qui auto-circulent, qui gardent parfaitement la distance de sécurité entre elles, c'est déjà un Google le fait. Et moi, après, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que, en fait, on est en train de se rendre compte quand même. Je ne sais pas si vous avez vu Wall-E, le dessin animé d'animation des studios Pixar, qui est sorti, je crois, en 2008 ou 2009. Dans Wall-E, l'humanité a quitté la planète Terre et il reste juste un petit robot qui range des déchets, qui trie des déchets sur Terre. Mais l'humanité, elle est donc partie dans un vaisseau, et en fait, l'humanité, elle est devenue obèse, elle ne sait plus rien faire, elle boit du coca, elle est sur des espèces de petites fauteuils rembourrés, et elle circule comme ça, et elle voit des messages publicitaires toute la journée, les gens ne se parlent plus. Et c'est assez drôle parce qu'évidemment c'est le second degré, c'est une vision de l'humanité qui ne sait plus rien faire, qui a perdu tout ce qu'elle savait faire. Et qui n'a pas besoin. Et qui a plus besoin parce qu'elle n'a même plus d'envie, elle n'a même plus de désir. Moi je pense qu'on est quand même en train de se rendre compte, et de ce point de vue-là, je réinsiste sur l'importance du mouvement des makers, sur les ateliers, sur les Fab Labs, sur le mouvement de culture self. On est en train de se rendre compte que le succès des cours de cuisine, c'est la même chose si vous voulez aujourd'hui. Les gens ont envie de refaire des choses avec leurs mains. Les gens ont envie de refabriquer des choses, ils ont envie de reprendre le contrôle. Moi, je crois pas. Je pense qu'on est en train de se rendre compte des limites aussi du tout technologique de ce point de vue-là. Il n'est toujours pas envie d'aller dans l'âge à la main. Ah ben voilà, après effectivement, je pense qu'il faut faire le fait. C'est pas tout rien, on va pas tout perdre. On va se rendre compte qu'effectivement, après, on développe aussi des aptitudes. Les jeux vidéo, ça aiguise, aujourd'hui, on en utilise certains pour soigner la cataracte, ça aiguise l'acuité visuelle. Les jeunes d'aujourd'hui ont un usage du pouce qui n'est pas du tout le même, de dextérité avec les doigts. Ça développe aussi d'autres compétences. Ça en fait perdre par manque d'entraînement d'autres, à nous de les retrouver autrement. Je pense que c'est. Moi, par exemple, j'écoute des vinyles encore. Et ça n'empêche pas d'avoir aussi d'écouter de la musique numérique avec un MP3. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Voilà, j'aime bien les vieux jeux vidéo et j'aime bien aussi jouer sur un portable. Je pense qu'il faut. Ce ne sera pas tout ou rien, quoi. C'est à nous, par contre, d'identifier effectivement les domaines où on risque de perdre des compétences. Déjà, une voiture automatique, quelqu'un qui apprend à conduire une voiture automatique est incapable de conduire une voiture manuelle. Donc c'est vrai que.
voilà, après, il faut s'intéresser et apprendre si on a envie d'apprendre ce qui se faisait avant et qu'on a peut-être changé. Vraiment conclure. Troisième round. Ce qui est intéressant sur les objets connectés, c'est que ça permet justement, vous l'avez vu, c'est de rendre numérique l'analogique. Mais inversement, ça permet également de créer ce continuum entre analogique et numérique, un continuum justement où on peut s'extraire à tout moment. Et ce qui est intéressant les objets connectés, je trouve, c'est justement que ça dévirtualise en fait le numérique. Voilà, ça le rend à la fois plus concret, mais ça nous fait comprendre que ce monde il peut être augmenté par le numérique, mais le numérique c'est pas un monde en soi, c'est le monde dans lequel on vit, et donc on peut en effet s'extraire à tout moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être enfermé dans un cadre de réalité virtuelle. Et ça c'est vraiment l'apport du numérique, c'est la métaphore de l'Arduino, ce convertisseur analogique numérique, c'est vraiment cette idée d'être souvent disjonctif, c'est-à-dire on peut être dans l'analogique, on peut être dans le numérique, on n'est pas tout le temps dans le numérique, on n'est pas tout le temps dans l'analogique, et on peut hybrider analogique et numérique. Et donc c'est quand même un champ intéressant pour cette raison. Ça dévirtualise, je trouve, le numérique. Et ça rend, oui, en effet, l'analogique du communicant, mais pas forcément. Vous voyez, ça permet justement d'avoir une pluralité de registres d'existence, numérique, analogique, numérique connecté, numérique et analogique. Vraiment voir l'intérêt des objets connectés dans ce sens. Ne le confondez pas avec la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle. Alors, juste donc vous allez pouvoir continuer à discuter avec nos intervenants pendant les démonstrations et l'apéro, c'est le but de la soirée aussi. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être restés avec nous pour débattre sur le sujet. Donc je rappelle juste atelier robotique vendredi 29 mai à 10h à l'espace public numérique. Sinon, prochaine apérotique au mois d'octobre sur le hacking, entre autres. Donc là, vous promet d'être passionnant aussi, donc je vous invite d'ores et déjà à venir. Et encore, merci pour tout. Juste une dernière chose, on est filmé et photographié, donc une fois de plus, si vous ne voulez pas apparaître ou quoi, signalez-nous le mieux maintenant, voilà, qu'on fasse en sorte de faire les choses bien. Et merci beaucoup. Thank you.